Bienvenue dans Sous la surface, le podcast où on explore les trajectoires extraordinaires et les leçons de vie qui transcendent les limites. Si tu veux des histoires qui inspirent et qui poussent à réfléchir, abonne-toi dès maintenant. Mon invitée aujourd'hui est une guerrière dans l'âme. Née au Maroc, elle a traversé à 10 ans une frontière interdite avec son père, rejoint sa mère en France à 11 ans et se lance dans le judo à 20 ans, un âge où beaucoup pensent qu'il est trop tard. Pourtant, en travaillant, elle décroche sa ceinture noire à 25 ans. Puis elle devient sextuple championne d'Afrique et représente son pays aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, elle partage son histoire dans son livre À bras le corps. Un récit de résilience, de discipline et de transformation. Prépare-toi à découvrir une vie où chaque obstacle est une opportunité de grandir. Asma, merci déjà d'être ici avec moi pour plonger sous ta surface. Merci infiniment pour ce partage pendant ce moment. Je suis très ravie d'être là avec toi. On a eu la chance d'échanger un petit peu sur les réseaux surtout. Et en fait, tu m'inspires. Tu m'inspires non pas seulement déjà par ton parcours, mais par ta lucidité, en fait. Je trouve que tu as une lucidité qui est, comme on dit ici, tu sais, c'est un truc qui se transmet, qui est, que tu ressens par ton abnégation, par ta volonté de bien faire les choses. Mais avant ça, j'ai envie de revenir un petit peu à ton parcours. Mais surtout, est-ce que tu as pris ta douche froide ce matin ? La question qu'on me pose, c'est assez souvent. Après, moi, la douche froide, c'est un peu mon baromètre. Enfin, c'est un peu ma jauge d'humeur. C'est-à-dire que dès lors, en fait, que je rentre dans... Le matin, c'est là où la température elle est la plus haute. Dès qu'on se lève, c'est là où on est le plus chaud. Et puis, dès que je rentre dans la douche, et si je commence à respirer d'une manière bizarre, et je suis trop en réticence face au stress du froid, des fois, j'arrive à me poser la question, est-ce que je vais bien ? Ok. Ouais, parce qu'en fait, tout part de la respiration. Parce que dès qu'on respire, on est tranquille face à un stress, c'est que voilà, ça résonne pas trop. Intérieurement, on est stable. Intérieurement, c'est stable. Et alors, généralement, j'y rentre tranquille, mais si je vois que je respire d'une manière un peu bizarre, je me pose un peu. J'essaie de voir qu'est-ce qui n'est pas passé. Et donc, du coup, j'ai des rendez-vous alors avec moi grâce à l'eau froide. Le stress du froid m'informe beaucoup de choses. Ok. Et est-ce que par rapport à justement cette exposition au froid et ce stress en fait que tu exerces sur ton corps, est-ce que tu as toujours réussi à être lucide par rapport à ça ? Tu vois, est-ce que c'est devenu une partie de plaisir, tu vois, de sens du matin ? Ah, je me lève, Asma est en forme, c'est la douche froide, j'y saute, ou le bain froid, ou c'est quand même, tu vois, t'arrives des fois à la réflexion de te dire, attends, mais est-ce que j'y vais vraiment aujourd'hui ? Alors, je vais pas vous mentir, c'est vraiment une réalité. En fait, l'eau froide, c'est toujours un challenge. C'est-à-dire que des gens ils me disent ouais, mais tu rentres dans les bains froids, c'est facile pour toi. Et en fait, en réalité, non. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une habitude, parce que l'habitude, elle n'est pas forcément liée au froid. Elle est liée à ma capacité de savoir bien respirer. C'est là où ça change tout. Exact. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai 41 ans, je pense que j'ai appris à respirer à peu près à 36 ans. Ok. Avant, je ne savais pas respirer. De toute façon, une personne sur deux, je pense, que ne sait pas. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Vraiment à savoir respirer d'une façon consciente et voilà. Et savoir comment l'air rentre dans mes poumons, dans mon ventre, dans mes poumons. Et ça change tout. C'est plutôt ça, en fait. C'est pas vraiment... Après, quand on sait respirer, on peut faire face à pas mal de stress, au-delà que ça soit du froid. Tu vois, ce qui est faux, c'est que tu dis 36 ans. Je suis parti en Inde. J'ai fait une retraite. Donc, tu avais 3 semaines de retraite. Yoga le matin, yoga nidra, respiration. Et tu as tout dit. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, la respiration est un outil tellement essentiel. Parce qu'en fait, c'est normal, on vit, on ne nous apprend pas forcément parce que c'est une chose qui est innée, physiologique, tu sais. Tu nais avec, mais comme tu le dis, et écoutez bien, il y a des outils pour apprendre à bien respirer. Bien sûr. Et l'eau froide en est un. Exactement. Asma, parle-moi un petit peu de cette enfance marquée par l'absence. Après, je pense que mon histoire, elle peut parler à beaucoup de personnes. J'ai pas eu une enfance simple. C'est vrai qu'elle était assez complexe, parce que ma mère, j'ai pas vraiment grandi avec elle. Elle était obligée elle n'avait pas le choix de nous a laissé sur un accord qui n'était pas vraiment OK pour elle. Donc, elle est venue en France en 84. Moi, je suis née en 83.
Et bon, elle m'a laissé à peu près 1 an, donc je vécu avec mon père. Avec mon père qui était un homme d'affaires aussi politique. Et bon, il faisait, je me dis, je ne sais pas expliquer exactement ce qu'il faisait mon père, mais je sais qu'il voyageait beaucoup. Et c'est vrai que je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans, quelque chose comme ça. Et je ne parlais pas du tout la langue de Molière, français, rien. Et voilà, et on sait que le français, c'est clair. Parce que mon père, en fait, il était, on va pas dire, en fait, qu'à l'époque au Sénégal, c'était l'époque de Senghor, je pense, et que pour lui, le français, je sais pas qu'il était anti-système français, de parler français, c'est juste que lui, on parlait pas français à la maison. Alors que le Maroc, c'est un protectorat français, donc il parle français. Clairement. Et nous, on devait pas parler français, donc en fait... Donc, voilà. Donc tu parlais pas l'arabe et le wolof alors là, vraiment, je le comprenais c'est plutôt le peul, nous, mais c'est vrai que l'arabe littéraire et l'arabe, voilà. Donc, c'est ça ma première langue maternelle. Donc, c'était ça vraiment ma première base, en fait. Et puis, j'arrive en France dans une école francophone. Bon, là, c'était magnifique parce que j'avais une classe tellement francophone. Des Portugais, des Maliens. La beauté de la France. Les Chinois... Ouais, j'ai vu le monde entier, j'avais voyagé. Aujourd'hui, je suis peut-être à 72 pays. Et cette classe reflète en fait peut-être mes voyages à l'époque, mais je ne savais pas. Mais il y avait le monde entier dans cette classe. Et je suis c'est ça la France en fait. Et c'est ça mon regard premier. Ma rencontre avec la France, c'était cette classe. Et cette classe, elle était plurielle. Je ne m'imaginais pas que c'était ça la France, mon imaginaire. Donc là, je vois le monde entier dans cette classe qui vient de partout. Donc je me suis dit, c'est ça la France. Donc c'était mon premier impact en fait. J'ai affilié la France avec ça, avec le monde entier dans un endroit. Impact culturel quoi. Ouais, c'était ça. Culture différente et puis voilà. Et au bout d'1 an, on me dit tu vas te retrouver au collège. Un an de l'école francophone. Donc t'as aucune, en plus où tu parles pas du tout la langue quoi. Donc à 1 an tu vas au collège. Tu sais que Joanne, en France on a du mal en fait avec les langues déjà de base. C'est pour ça qu'on a du mal avec l'anglais et puis comment faire l'apprentissage, c'est quoi le process, on a du mal encore. On n'a pas encore trouvé la bonne formule. À l'époque c'était encore pire. Et puis bon, moi je suis arrivée et puis il fallait que je fasse comme tous les élèves et je m'accrochais. Sauf que je pense que sincèrement, avec du recul, moi, le sport, c'était moi. C'était inné. C'était inné, parce que j'ai le souvenir, quand j'étais petite, il y a un arbre, j'allais grimper dedans. J'ai mes demi-frères, j'étais toujours devant eux. On me choisissait tout le temps quand on jouait dehors. Enfin, en fait, je dis souvent, j'étais une enfant en mouvement. Ok. Et alors, à l'époque, pour dire hyperactive, c'est vrai que je ne restais pas en place, mais c'était un besoin pour moi d'être en mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, Alou Asma, elle est en train de faire le poirier. Ouais, il est peut-être 23h. Enfin, c'était ça. C'est où je faisais le grand écart, un poirier. Enfin, il y avait quelque chose, une vie en moi en mouvement depuis toujours. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'était inné. On m'expliquait un jeu, le mouvement du corps comprenait tout de suite. C'est-à-dire que j'avais vraiment un don. Ouais. Et ça, je le savais. C'est-à-dire que j'avais pris conscience que j'avais ce don-là, du mouvement du corps. C'est une forme d'intelligence qui est incroyable. Ouais, qu'aujourd'hui, qu'on a un peu banni, on l'écoute pas. C'est sûr. Parce qu'on est beaucoup sur l'intellect. Moi, j'avais une intelligence corporelle. Et puis, finalement, on me l'a pas écouté, ce talent-là. Et moi, j'ai essayé de l'exprimer comme je pouvais au collège. Mais déjà, j'avais la barrière de la langue. En plus, je suis dyslexique. Donc, ça m'aidait pas. C'était... je comprenais rien à la langue. Ouais. Et en plus de ça, dyslexique. Et hyperactif. Donc voilà, j'avais tous les... Total. Bon, à l'époque, vous auriez dit, allez, TDAH, mais bon, bref. Et donc, finalement, je trouve mon oxygène chez les profs de PS. Okay. Parce qu'ils voient en moi quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, je me nourris de ces profs. Parce que les autres, parce qu'on était dans un collège, dans un quartier un peu sensible. Et finalement, les profs, avec du recul, je dirais qu'ils étaient tellement dépassés qu'ils me repéraient moi. Donc, je faisais partie de tout ce lot de ces enfants qui avaient peut-être un boulet au pied. Et donc, on était je ne sais pas combien dans la classe. Donc, voilà, il n'y avait pas de personnalisé. Voilà. Et moi, en fait, je me nourris
de ces profs de PS qui me voient comme waouh, elle court vite. Voilà, exceptionnel. Et donc, voilà, je reste dans cet univers des profs de PS, à faire l'UNSS. J'ai fait de l'athlétisme. Alors, après, forcément, je voulais finir dans une finale de 100 mètres au jeu, tout de suite. Je sais pas, qui était un petit peu ta... Voilà, il y avait elle, il y avait à l'époque, mon français, c'était pas très... Mais en réalité, moi, je me suis toujours... Enfin, pour moi, les Américains, c'était le tout. Oui, pourquoi chaud. Il y avait une raison, en fait. Quand j'ai regardé à la télé ou le journal, tout ça, Marion Jones, j'avais des posters d'elle, c'était incroyable. En fait, je pense, c'est parce que j'ai trouvé que les anglo-saxons, tout cet univers, ils arrivaient à être plus honnêtes. Et c'est-à-dire qu'ils arrivaient à expliquer leur parcours plus facilement. Voilà, et puis j'arrivais à m'identifier. Bon, on prend Mohamed Ali, sa vie, bon, il la balance, on voit qu'est-ce qu'il... Et on dit, il est venu de là, il a fait ça. Personne m'a offert ça à l'époque en France. En France, on parlait pas de ça, il n'y avait pas de lui... Déjà, on n'était pas très visible, enfin, on voyait pas, il n'y avait pas de livre, on n'était pas trop à la télé. Après, il y avait Yannick Noah, je me rappelle Soria Bonani. J'avais besoin de m'identifier à quelqu'un qui pouvait me ressembler. Ouais. Et là, c'était les Américains. Donc, je me retrouvais dans beaucoup d'Afro-Américains, plein de choses. Il y a de l'injustice, il y a ceci, mais ils arrivent... Et l'histoire, toujours, elle est belle. Donc, moi, je me suis accrochée à l'histoire, elle est belle à la fin. Et donc, de leur parcours, il y a eu ça. Mike Tyson, il a souffert. Mais à la fin, il est ça. Et je restais sur la fin. Et il me nourrissait sur cette fin. Et donc, voilà. Cette fin a fait que je me suis nourrie. Donc voilà, c'est pour le jeu de mots. Je continuais à me nourrir de certaines choses. Après, je pense que j'ai toujours eu ce truc... je suis curieuse. Voilà, j'étais une enfant très, très, très curieuse. J'arrivais à poser plein de questions. Et puis, j'ai compris très vite, je pense mais vraiment très vite, quand on m'a dit échec scolaire. Je devais avoir avant 15-16 ans, en fait, pour la troisième, parce que j'avais un an de retard. Puis je suis née en janvier, donc c'est comme si j'avais 2 ans de retard, moi. Ouais. Donc je pouvais avoir peut-être 16 ans, il y avait des élèves, ils avaient 14 ans. Et puis là, échec scolaire. Et puis bon, voilà, ma mère, elle me dit, écoute, les Français, ils aiment bien manger, tu vas faire de la cuisine, c'est bien. Je fais de la cuisine, CAP-BEP cuisine au début, après Bac Pro. Donc, je pars en CAP-BEP cuisine pendant 2 ans, après ces 2 ans. Je voyais que c'était interminable, 4 ans. Puis là, bon... je pense qu'à cette époque, je n'ai jamais, mais pas un instant, Joanne, mais pas un instant, mis à la poubelle mon rêve olympique. Sérieux ? Un instant, pas un grain. C'est-à-dire que c'est comme si je l'avais mis dans un tiroir, je l'ai fermé à clé, je lui dis, et je l'ai protégé, t'inquiète pas, je reviens. Reste là, j'arrive. Ouais, reste là, j'arrive. Alors, je dis pas que là, mais il y a eu beaucoup de moments où je pleurais. Moi, je me souviens, je travaillais chez Potel et Chabot, où des fois, je faisais encore plus d'intérim le soir. Je prenais des noctambus, je pleurais. Ça, je l'explique dans le film. Il y a eu des passages tellement difficiles. Mais je pense que quand même, j'ai accepté de faire quelque chose. Je ne dis pas que je n'ai pas aimé, mais j'ai l'impression que je me disais à l'époque, aime ce que tu fais. Mais alors là, il y avait un côté compétition. Donc, dès qu'il y avait des petits concours de cuisine, il y avait quelque chose avec la compétition. C'est clair. Donc, je me rappelle, il y avait un concours Kikkoman, c'est une sauce. Il fallait que je m'inscrive. Il y avait un truc de dessert. Enfin, à chaque fois qu'il y avait un petit truc où il y avait un challenge, un petit projet, puis à un moment donné, il y avait un côté entrepreneur. J'avais compris vite que dans les fêtes, les Français, ils aiment bien le foie gras. Donc, moi, c'est pas culturel, le foie gras, tout ça. Mais j'ai appris à connaître la France grâce à la cuisine. Parce que en fait, mon intégration aussi, elle s'est faite dans cette période. Moi, venant de culture Maroc, Afrique, j'arrive ici. Et je pense que la cuisine, je découvre... Il faut bien que je découvre l'endroit où tu vis. Et je trouve que c'est mieux, découvrir l'autre, comment il vit, chaque ville, et de savoir. Et c'est mieux, pour mieux vivre. C'est comme si ta maison, si tu la connais pas, tu vas pas bien vivre. C'est clair. Moi, j'avais besoin de connaître un peu, c'est quoi, les Bretons, ils mangent comment, l'autre. Et je commence à découvrir un peu. T'étais intéressé, en fait. Oui, j'avais compris que savoir comment ils sont, comment ils mangent, j'avais besoin de savoir. Et du coup, je sais qu'ils mangeaient bien le foie gras. Et donc, je me suis dit, je vais faire un petit business. Business de foie gras. Ah ouais, j'ai fait un business de foie gras pendant 4 ans. Incroyable. Chaque Noël. Je m'étais fait beaucoup d'argent. Ah ouais. Alors, j'avais un ami qui était breton et qui arrivait à avoir des foie gras pas chers. Et
Bah, aujourd'hui, bon, je dis ça, mais côté très écolo, je dirais que le foie gras, c'est banni pour moi. Mais à l'époque, ouais. Et en fait, on avait des lobes de foie gras pas chers. Et puis, il arrivait à avoir les ingrédients. Et puis, on faisait ça. On achetait les terrines, on faisait un magnifique. Et puis, on le vendait aux particuliers. Et donc, on a fait ça au black. J'en ai vendu... bah, après, on reviendra au judo, mais dans mon monde du judo, j'en ai vendu à trop de gens, Wow. avec des familles, Ouais, donc on avait fait ça avec un pote, le business du foie gras. Donc, Il y en avait un fait, côté entrepreneur, ouais, c'est ce que j'allais dire. gérer les En comptes et fait, tout. t'avais déjà... Mais en fait, tu vois, moi, j'ai envie de juste rebondir sur un point parce qu'il y a des trucs que tu m'as dit qui sont vachement intéressants. Tu m'as dit que les profs de PS te valorisaient. Oui, Tu m'as aussi dit que du moment où on t'a valorisé, tu as ce rêve olympien qui a commencé à grandir. Mm. Maintenant, avec déjà cette mentalité d'entreprendre, tu vois, moi, ma question, c'est que tu as vécu sans mère jusqu'à un moment, surtout à un moment important, la jeunesse. Comment, en fait, tu as vécu ça? Comment tu l'as ressenti? Souvent, on cherche cette valorisation dans les yeux de nos parents. Tu sais, le fait de se dire, après, ma mère est fière de moi, tu vois, à 7 ans, je suis plus rapide que mon frère, je grimpe plus vite. Comment tu fais pour te construire et avoir, en fait, aujourd'hui, bien sûr, par après, tu la retrouves et on va en parler, mais à un jeune âge si important, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton ressenti de ne pas avoir de maman, et comme tu le disais aussi, les Américains te ressemblaient. Ta maman n'était pas là, tu avais des frères et sœurs, oui, mais la femme qui te ressemblait n'est pas là. Comment tu fais pour faire ta place? Après, enfin, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai une sœur qui a 10 ans, celle qui m'a élevée, qui a 10 ans plus que moi. Et qui a eu une figure maternelle qui est incroyable. Moi, ma sœur, j'ai un amour. Et donc, c'est vrai que notre lien, il n'est pas fraternel. Enfin, il est plutôt mère-fille. D'accord. Donc, elle a un côté, voilà. Et voilà, 51 ans, j'ai un 41. Et c'est vrai que je sais qu'elle a apporté, même si, bon, on dit que c'est toujours la maman, ça ne se remplace pas. Mais je sais qu'elle a apporté un équilibre quand on était toute petite, même si, bon, imaginez, j'ai un an, elle a 10 ans. Donc c'est elle qui s'occupe de moi, en fait. Clairement. Et donc quand on décide de partir, j'avais 11 ans, elle en avait 21. Et c'est vrai que le moment où j'ai eu vraiment peut-être très mal, c'est quand, après, on est arrivé en France et ma sœur, elle est partie fille au père. Et donc moi, c'est mon repère de toujours. Ah oui. Et là, ça a été dur. Là, je pense, dès lors, elle décide de partir faire fille au père en Angleterre au début, après elle est partie aux États-Unis, et là elle partait, mais c'était un drame, quoi. C'était mon seul repère. Plus de repère. Et puis bon, bah après, je pense que j'ai augmenté, je pense, la dose de mon obsession avec le sport. Je pense que et ça m'a et je pense que sincèrement que le sport, je dis pas que c'est une personne, mais j'ai l'impression que ça l'était. Le sport, c'est un côté c'est nous qui menons une action pour le sport, mais j'ai l'impression qu'en fait, le sport, moi, je l'ai visualisé comme, comme un endroit aussi sécure. Voilà, c'est un endroit, en fait, où moi, j'excelle. Donc, forcément, si j'excelle, j'ai confiance en moi, et lui, il me le rend. Clairement. Alors, attention, après, le sport de haut niveau, il y a beaucoup de frustration, on en parlera après. Mais en tout cas, moi, c'est la façon que j'ai vu ça. Je vois que bah, je suis bonne dans quelque chose, et puis on me le renvoie. Donc, forcément, je nourris quelque chose. J'ai confiance en moi, on me renvoie que je suis bonne. En fait, je continue à confirmer ça. Donc, je prends... Et puis, je pense qu'autour de moi, je sais pas, j'ai toujours eu des rencontres incroyables. Alors, je sais pas si c'est moi qui est partie les chercher, ou j'ai toujours eu certaines rencontres qui ont bouleversé ma vie. Bouleversé, carrément. Ouais, il y a un chapitre qui s'appelle Les belles personnes. Et c'est vrai, alors les belles personnes, est-ce que vraiment... Je pense que c'est parce que je sais qu'il se passe toujours quelque chose et j'ai ce degré-là. Alors je m'explique, quand je dis il se passe toujours quelque chose, c'est que par moment, il y a des rencontres qui sont là, qui traversent nos vies. Ça peut être quelqu'un dans le métro, qui peut nous dire juste une phrase. Ça peut être quelqu'un dans l'avion assis à côté de nous, ou des gens qu'on connaît depuis beaucoup de temps. Et en réalité, dès lors qu'on a un focus fort, c'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose, et ben en fait, on peut voir en fait des messages. Et je vous donner un exemple. Il y a un monsieur
qui était mon voisin et qui m'avait dit... moi, je faisais des ulcères. D'accord. Ouais, donc forcément, je faisais des ulcères à 16 ans. Et il avait vu ma façon peut-être de respirer, tout ça, et si je l'ai compris bien après. C'est ce qu'il me disait. Il me fait... et c'est un Asiatique, et c'est un voisin, et toujours qu'il me disait des phrases, tout ça. Et une fois, je sonnais dans l'immeuble, et puis je faisais peut-être un peu trop de bruit, et puis là, me prend la main, il me parle, il me regarde, puis je sais que c'est le voisin, en fait, qui est un peu ça. Et là, il me dit, si tu veux vivre longtemps, prends le temps, respire. Et là, il me l'a serré à ma main. Il m'a dit, ici, il y a trop de problèmes. Il m'avait dit ça, qu'ici, il y avait beaucoup trop de problèmes. Wow. C'est puissant, ça. C'est des petits messages, et j'en ai eu plein dans ma vie comme ça, des petits messages qui les envoient au final. Est-ce que c'est des... Moi, je suis très croyante, c'est comment on prend le message. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette... j'absorbais et j'essayais de comprendre ces messages-là, donc je fouillais, et donc voilà. Et je me suis mis peut-être à lire du Boris Cyrulnik très jeune. Ok. Ouais, très, ouais, bien sûr. Parce que j'ai compris très vite que les personnes, par exemple, incarcérées, ça j'en parle beaucoup dans mon livre, on voit le taux de personnes qui sont incarcérées, je ne suis pas tous, mais la plupart, ou des enfants qui sont dans des situations de foyer, s'ils n'ont pas réglé, c'est des bombes à retardement, et ils ont tous un point commun, c'est des traumatismes, certaines choses qui n'ont pas réglé, qui les amènent. Après, je ne dis pas à tous les gens qui vivent des traumas qui finissent mal, pas du tout, mais en tout cas, il y a un terrain. Et puis, on ne déploie pas son potentiel. Et c'est-à-dire que moi, je ne vais pas déployer mon potentiel. Ah non, moi, mon but principal, c'est d'être une athlète, déployer mon plein potentiel. Exact. Et pour courir vite, il ne faut pas que j'ai de boulets. C'est une métaphore, mais moi, j'aimais bien courir vite. Je courais très vite. Et je sentais qu'il y avait des boulets aux pieds, et j'avais besoin de courir encore plus vite. C'était lourde. Et donc, j'ai fait en sorte de comprendre comment je pouvais enlever plein de petits boulets, en fait. Okay. Donc, je me suis mis, je pense, à travailler sur moi très tôt. Asma, quand tu arrives à 11 ans en France, et que tu revois ta mère pour la première fois, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Quels sont les mots? Quels sont les retrouvailles? Quelle est la suite? Tu n'as pas de référence. Tu parlais de repères. Elle est de retour. Il y a un nouveau... En fait, tu dois t'adapter. C'est un nouveau départ. Comment tu fais pour comprendre cet événement-là, et comment tu t'adaptes à cette reconnexion avec ta mère, au-delà de tout ce que tu m'as déjà expliqué? Tu vois, moi, j'ai pas eu ma mère aussi quand j'étais jeune, j'ai été adopté. Je l'ai revue quand j'avais 15 ans. C'était malaisant. Tu vois, ça, c'est mon histoire. C'était malaisant parce que je ne savais pas la reconnaître, je ne savais pas qui c'était. J'étais parti à 17 mois, tu vois. Donc, j'aimerais comprendre, en tant qu'être, en tant que jeune fille, parce que tu n'as que 11 ans, c'est quoi la connexion, la reconnexion avec ta maman? Alors, je vais dire quelque chose de assez drôle. J'ai pas envie de mettre une marque, mais bon, tu me diras. Mais ma mère, en fait, j'avais un lien que quand je suis arrivée, ma mère représentait le Nutella. Tu vas comprendre. Okay. Parce que ma mère a nous envoyé certaines choses de France. D'accord. Et dans tous les sacs, et c'est vraiment très touchant ce que je vais dire, parce que il y avait des gros pots de Nutella. Gros pots de Nutella. Et pour ma sœur et moi, donc elle nous renvoyait certaines choses. Bien sûr qu'elle nous a toujours envoyé certaines choses, mais si on ne la voyait pas. Et ma sœur, elle faisait un ancrage puissant avec moi. Elle ne le savait pas, mais elle faisait un ancrage puissant. Elle me donnait une cuillère. Elle mettait dans la bouche, elle me disait, ça, c'est maman de France, en arabe. Et moi, à chaque cuillère, parce que le Nutella, il est trop bon. Et donc, le Nutella représentait ma mère. Et donc, n'oublie pas, ça, c'est maman de France. Et à chaque cuillère... C'était maman de France. Même si elle m'en mettait 4 ou 5 dans la cuillère, et ben dans les 4-5, elle disait la même phrase. Donc, toute mon enfance, c'était un ancrage de Nutella, ma mère. Donc, ma mère, c'est Nutella. Ok. C'est puissant. C'est grave. De ouf. Et quand je suis arrivée, ma mère, je sais pas pourquoi, il y avait un lien avec le Nutella. Alors, j'ai pas envie de faire une pub avec le Nutella, mais c'est une réalité, c'est ça. Et donc, je lui avais dit, elle a souri, parce que c'était vraiment ça, en fait. J'avais un ancrage. Et puis, aussi, il y avait un truc sucré. Il y avait un truc bon dans le Nutella. Donc, voilà, il y avait quelque chose de sécure, il y avait ma mère. Donc. Et donc,
En vrai, ma sœur, elle a fait un ancrage incroyable pour me garder au rythme que j'ai une mère et qu'il faut pas oublier en France et tout. Et donc, en fait, même à son âge, elle savait pas, mais elle faisait un ancrage à chaque fois. C'est trop beau. C'est beau, hein. C'est trop Et, beau. ma sœur, elle se rendait pas compte, mais elle faisait ça. C'est un ancrage. Ouais. Et comment tu développes cette relation? Du sens, comment tu... Parce que, tu vois, 11 ans, c'est pas 5 ans. C'est non plus pas 15 ans. T'es pas une adolescente, mais tu t'es forgé, t'as grandi. Comment tu développes cette relation sur le long terme avec ta volonté que tu vas aussi te découvrir plus tard, avec une autorité paternelle qui était là, mais qui est aussi partie assez rapidement. Donc, comment Asma se... Tu vois? Alors, il y a quelque chose qui se met, je pense. Après, bon, forcément, j'ai l'adolescence et là, j'avais envie de régler Ouais, des comptes avec ma mère. je Donc, pense j'étais bien. pas une enfant une ado très simple. Après, j'ai toujours eu le repère du sport. Donc, moi, je traînais pas. Donc, quand je voyais que ça traînait, c'était bon, bah, les gars, moi, j'ai l'athlé ou je vais au hand. Ou les copines qui faisaient des visites. C'est-à-dire que j'ai eu des rendez-vous cadré, avec quoi. j'avais rendez-vous avec le Mm. sport. Mm, mm. Donc, il n'y a pas de traîner le soir et je rentrais, j'étais crevé avec l'athlé. Et donc, c'est vrai que ça m'avait éduqué. Parce qu'il y avait des rendez-vous avec les entraîneurs, t'es où, tu viens. Et donc, en fait, à chaque fois, athlé, hand, je faisais pas de judo à l'époque, et j'avais beaucoup de rendez-vous. Et le soir, je rentrais, et puis ça recommençait. Même si l'école, c'était pas trop mon truc, avec le système qu'ils apprenaient, c'était pas moi. Alors que moi, je sais très bien que je suis quelqu'un qui peut être très scolaire par rapport à ce que j'ai fait par le reste, mais l'école là me plaisait pas de la façon comment elle était conçue. Et je pense que c'est ces rendez-vous que j'avais avec le sport qui m'ont sauvé peut-être de certaines choses. D'accord. De ce que j'avais à l'intérieur, en fait, que je pouvais peut-être transposer ailleurs. Voilà. T'avais quoi à l'intérieur, par exemple? Ah bah, je sais pas, il y avait peut-être un manque affectif parce qu'il n'y avait pas la maman. Donc là, c'est n'importe quel psy aujourd'hui qui le dirait. Ça, c'est une certitude. Il y avait quelque chose de vide dans le sens où j'avais besoin de le remplir. Et après, on connaît l'outil puissant. J'en parlerai après de comment ça marche pour se nourrir de ça. Puis voilà, certaines choses. Après le repère, c'est vrai que mon père n'était pas absent. Moi, je n'ai pas le souvenir que j'avais joué avec mon père. Donc vraiment, figure paternelle très absente. Éloigné. Ouais, voilà. Donc mon repère, en fait, vraiment, ça reste la frangine. Puis on n'était pas dans un cadre très sympa, petite. Et puis finalement, en fait, je pense que sincèrement, le fait dès lors qu'on grandit, en fait, déjà sans repère, Très donc important ce mot. repère, c'est quoi l'inverse? De repère? Père, Père. vers. Ok, bah oui, c'est juste. Perversion. Perversion, c'est pas que sexuel, pour parenthèse, c'est tout ce que de l'autre côté, on va aller dans la Pervers. drogue, traîner, tout ça. Et donc, j'avais compris très vite que il me fallait un bon repère, inconsciemment. Et donc, c'était le sport. Donc, j'ai évité le père-vers. Repère, le sport, voilà, c'est toi ma figure. Clairement. Je vais réussir. Et ça a été le sport, c'est pour ça que ça a été très puissant. Ça m'a créé des certaines choses où je pouvais les voir, ils étaient là palpables. Si c'était pas une personne, pour moi, c'était un repère. Donc j'ai évité d'aller vers le père, vers, et ça m'a sauvé là-dessus. Clairement. Parce que je dormais sport, je vivais sport, c'était en moi, en fait. Et c'est pas parce que je voulais fuir quelque chose, je sais que j'aimais ça profondément. Évidemment. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui... Non, moi, j'aimais ça. Et j'aime toujours ça, j'étais bien. Voilà. Faire n'importe quelle activité physique. Et puis, il n'y a pas que le lien avec le sport. J'ai l'impression qu'autour du sport, il y a un full of love. Clairement. Il y a il y avait mes copines du hand, on rigolait, même si des fois ça... Mais il y avait toujours on était protégés. Il n'y avait pas de... Toi, t'es de cette... Oui, tout ce côté. toi, t'es bien... Enfin, Bien il n'y avait sûr. pas de racisme. On était tous différents, on avait tous le même maillot. Il y a une inclusion, en fait. Il y a une inclusion qui était extraordinaire et je me sentais vraiment bien. Comme protégée, comme une petite boucle. Et donc, je me suis dit, moi, cet univers, je vais y vivre toute ma vie. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je sais que je suis dans l'univers du sport et j'y reste. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a complètement enveloppée de peut-être certaines réalités. Et j'y étais bien. Mais c'est quoi, avec tes bases, on va dire, l'équilibre entre le repère et le pervers? Tu vois, dans le sens où tu as des bases qui sont infimes. Tu n'as pas beaucoup de repères, comme tu le disais, du sens où tu viens d'une vie assez compliquée dès le début, à l'enfance, beaucoup de traumatismes. Donc, c'est quoi le choix? Comment tu fais ce choix? Oui, tu aimes le sport, mais tu peux vite
tu peux vite flancher du mauvais côté si tu es un petit peu moins bien, si tu as des remords, si tu as de la tristesse, si tu as, justement, comme tu le dis, cette dépendance affective qui peut aussi faire surface. Tu as sûrement dû rencontrer des garçons, des gens qui ont essayé peut-être, ou d'autres personnes qui ont essayé de te faire flancher. Tu vois, comment tu arrives à rester sur le bon chemin? Est-ce que l'amour suffit? Est-ce que la passion suffit? Alors moi, je vais vous donner une anecdote. J'avais des amis. Il y a eu des moments où il fallait faire des bêtises, des grosses bêtises. Et je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je ne peux pas dire oui, j'étais parce que c'est comme ça. C'était pas moi. Et en fait, à ce moment-là, je dis, les gars, moi, je pars. En fait, c'est parce que juste que c'était pas moi. Okay. Je vais pas inventer, oui, non, parce pas à ta que... place. C'était pas... En fait, je me sentais pas à l'aise de faire ça. Et c'est pas parce que, les conséquences... non, Je pense même pas. Non, c'est parce que ça me plaisait pas. Ouais. Je trouvais ça chiant. Ouais. En fait, c'est ça, je trouvais ça chiant. On va faire des trucs, des vols. Je trouvais ça nul, en fait. Ça m'amusait pas. Peut-être que ça m'amuserait. Je suis pas en train de dire bien ou mal. J'étais pas en train de... Je ne jugeais pas, en fait. Ouais, j'étais même pas dans le jugement, Ouais. ni résiste. Voilà, c'était mes potes. Mais ça me stimulait pas. En fait. Ouais, je préférais qu'ils me disent, on va jouer au ballon. Enfin, je m'habille. Quand aller voler des trucs, franchement, ça m'intéresse pas. C'est nul. Que là, il y avait un jeu, il y avait un truc. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. C'est juste parce que ça m'intéressait pas. Voilà, exactement. Et du coup, c'est tant mieux. Ouais, donc grave. finalement, Grave. j'allais pas dans cette direction. Ouais. J'ai choisi une autre. Et aujourd'hui, des fois, je rencontre des amis de quartier qui sont tombés et qu'on discute, on prend un café et leur chemin de vie. Des gens je sais que j'avais quelqu'un qui était très très fort en sport, je me souviendrai tout le temps. Je pense qu'il aurait fait une carrière incroyable, sauf qu'il a choisi l'autre côté. Et c'est là où, en fait, moi aujourd'hui, je suis tellement passionnée de potentiel humain et en fait, l'humain en lui-même, qu'est-ce qui fait en fait que, moi je le vois, on a cette capacité de résilience, peu importe de ce qu'on a vécu, mais s'il y a quelque chose qui est brisé, et c'est vrai qu'un enfant, en fait, quand il y a quelque chose qui arrive à un enfant, peu importe, que ce soit quelque chose qui lui fait mal à un enfant, en fait, l'enfant représente dans notre société la vérité. Si il est abîmé, la vérité est cassée pour lui. Donc, il peut ressentir de la trahison. Dès qu'il est... Enfin, il y a la vérité, il y a un lien avec la vérité. Et donc, pour grandir, après, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des humains, en fait, ils n'ont pas cette capacité. Est-ce que c'est les rencontres, les outils ? Je suis toujours à la recherche de ça, parce que celui qui dit qu'il a la réponse, j'en sais rien. Il peut pas. On est tellement complexe. Et par contre, aujourd'hui, je sais que je m'y intéresse de plus en plus. Et puis voilà, quand je parle avec cette personne qui me dit, moi j'ai choisi de l'autre côté, j'ai pris beaucoup de prison, je fais des allers-retours. Et pourtant, et donc voilà, on fait nos vies du même endroit, du même collège, et qui ont pris tellement de parcours différents. Et voilà, c'est ça qui me fascine chez l'être humain, quoi. C'est pourquoi ce serait pas aussi simple de switcher, voilà. Mais c'est pas si simple que ça. On parle beaucoup d'adversité dans ton récit. Et tu vois, la question que je me pose, c'était quoi de travailler dans cette adversité? Parce que tu vois, avant de devenir une athlète de renom, il faut bien le nommer, tu vois, tu décris le milieu de la cuisine comme un milieu misogène et raciste. Peux-tu partager une expérience que t'as marquante, tu vois, que t'as pu vivre dans ces cuisines ou dans cette expérience de vie? Alors moi, j'aime bien les choix des mots. En fait, ce que j'avais expliqué, oui, c'était un milieu où on pouvait trouver des hommes misogynes, ils le sont pas tous, et puis aussi des patriarcales, hein. Les hommes dans leur splendeur quand ils sont ensemble, patriarcales. Et puis moi, en plus, j'étais racisée, comme je disais, chez les pompiers, pareil, hein, et femmes racisées, minorité dans la minorité. Donc j'étais une cible facile. En fait, une petite anecdote que j'écris dans le livre, tous les plongeurs, donc c'était des Africains subsahariens. Okay. Tout le temps, que ce soit des personnes en situation régulière ou pas. Donc, j'en ai vu des choses à raconter là-dessus. Je pourrais même écrire un livre sur tous les plongeurs que j'ai croisés, leurs histoires, parce que j'aimais bien connaître d'où ils venaient. Donc moi, je passais des temps, quand j'étais en pause, pour manger une pop, et ils me racontaient leur vie. Okay. Il y avait des peuls. Il y en a un qui il m'a raconté certaines choses chez lui, puis il se retrouve ici. Ils avaient une vie incroyable. Il était professeur. L'un qui était professeur d'art.
Et voilà, et le talent qu'il a et l'intellect, et que tu as quelqu'un derrière, parce qu'il a sa vision et son jugement, qui vient d'Afrique, il lui parle dans un air de colon. Et bref, et puis eux, voilà, ils se remettent à leur niveau, ils veulent pas faire du bruit, or que... Et ça, c'est quelque chose qui est bouillonné chez moi. Et puis peut-être j'ai mis quelques petites tartes. Ok. La Ok. confrontation, des fois, il faut l'éviter. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, voilà, j'étais un T'es petit déjà peu... bagarreuse. C'est pas que j'étais bagarreuse, je n'aimais pas l'injustice. Et Ouais. savais que je ne savais pas comment la régler. Ok. Et c'est vrai que la confrontation, je l'explique sur un chapitre, bah, la confrontation, des fois, voilà, elle est juste, il faut la mener. Et des fois, c'est pas la peine. Et puis, il y a eu plusieurs façons. Et c'est vrai que moi, un jour, j'étais pas très contente, je pense, et il y avait un chef, et puis il avait un peu parlé d'une manière un peu, je sais pas, il avait vraiment fait des signes ou des choses un peu atroces, et je lui placardais, enfin bref, il y a une petite bagarre. Puis là, j'ai plus jamais refait. Donc voilà, c'était ça, je supportais pas, ce côté, enfin ce côté, c'est tout cet univers-là de ces personnes malades, parce que moi je pense que ces gens-là, c'est des gens malades. Et donc voilà, donc il y a eu ça aussi, hein, la confrontation à la caserne aussi. Oui. Ça, c'est encore, hein, j'étais aussi pareil, la minorité dans la minorité. Après, en fait, c'est ça la coexistence et le paradoxe. Dans tout ce que je vis, il y a quand même des hommes extraordinaires qui ont été là pour moi. T'as quand même eu des repères. Moi, c'est simple, c'est eux. En fait, c'est simple. Vraiment, il y a eu le sport. Mais ce côté, moi je suis arrivée à la caserne, j'ai pas eu de repère, de père. Mais ça part le sport. Mais quelqu'un qui, voilà, qui Ouais, voilà, physique est cette là. Eh ben, figure. en fait, j'en ai eu plein. Des hommes qui disent, viens ici, va là, fais ton lit. Viens pas là. Non, tu dis pas ça. Assois. Maintenant. Et pendant 10 ans, etc. Et en fait, en vrai, bon, il y en a que je pouvais pas supporter, une minorité, mais ça a été mes repères, ces hommes. Je peux pas leur jeter. Ils m'ont construit aussi. T'avais quel âge quand t'étais à la caserne? Bah, j'avais 21, 22 ans. Ah ouais, donc. Et donc là, t'as c'était dans besoin l'âge où j'en avais peut-être besoin. Ah, t'avais besoin, c'est clair. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, tu sors pas, Sugan. Non, t'es puni. Et donc, toujours Ah sur ouais. mon dos, bah oui, bah c'est normal, c'est comme ça. Moi, j'étais une rebelle. Enfin, et on me disait un truc, j'étais un peu arrogante à le regarder et tout. Et ils ont fait mon éducation, clairement, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas faire. Et puis, t'as fait le choix de signer. T'as fait le choix de faire ce métier. Ce métier, c'est pas, on rigole pas, on sauve des vies ici. Tu dois être comme ça, tu dois être carré. Quand tu vas chercher ici, on rigole. Et donc, ils m'ont appris la discipline. Ils m'ont appris à s'engager. J'ai décidé de faire ce métier, j'ai décidé de faire secours à victime, de sauver des vies. J'ai décidé moi-même, personne m'a mis le couteau sur la gorge, de faire incendie. Donc à partir de là, bah en fait, je dois accepter ce contrat et d'aller jusqu'au bout. Et donc je pense que les pompiers m'ont appris de faire quelque chose du point A Au point Z. C'est-à-dire jusqu'au bout. Et de finir son travail. Donc c'est pour ça que je peux pas juste leur dire, bien sûr qu'il y avait des gens, de toute façon le monde il est comme ça, on pourra jamais trouver, il y aura toujours c'est une mini-société, c'est pas des gens exceptionnels les pompiers. Oui, leur métier est exceptionnel, mais pas eux, c'est des humains. Donc dans Comme les tous. humains, il va y avoir des racistes, des gentils, des connards, enfin. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'était une maison formatrice. Hein. On parle de 2005. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup de femmes. Les femmes, elles sont rentrées en 2004, 2003. Donc c'est tout nouveau pour eux. Et d'ailleurs, la caserne au 6e arrondissement, j'étais la seule nana, la première qui arrive là-bas. Incroyable. Dans cette caserne-là. Incroyable. Mais tu vois, d'ailleurs, tu fais ce choix. Parce que tu te dis, et c'est ça qui est fou, 21 ans, tu rentres à la caserne. 20 ans, tu commences le judo. Mais comment tu trouves le temps de faire les deux, Asma? Comment tu jongles entre les entraînements, la caserne qui te demande des heures impossibles, en plus c'est dans l'incendie, donc tu mets ta vie potentiellement en danger. Bien sûr, tu es entraîné pour. Mais de nouveau, comment tu apprends aussi rapidement le métier? Comment tu fais? Tu sais, c'est quoi les outils? J'avais marqué une phrase dans le livre, je disais, que ce soit pour la cuisine et les pompiers, j'ai dit il fallait que je coupe beaucoup d'oignons pour aller au jeu, et il fallait que je fasse beaucoup de garde pour aller au jeu. C'est-à-dire que chaque étape de ma vie m'a amené dans les meilleurs mondiaux. Et genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais.
Quand je dis la cuisine, par exemple, la façon que on me disait recommence, il fallait que je coupe des trucs carrés, il fallait que je sois disciplinée. C'est très patriarcal et c'est très plutôt militarisé. Donc moi, ça m'a préparé pour les pompiers. Je savais déjà les codes des hommes qui te parlent, machin, la tenue, le chef. Donc ça m'a préparé pour les pompiers. Et puis les pompiers ont fait beaucoup de sport. Il y avait cette rigueur, voilà. En fait, les pompiers m'ont aidé à être vertical. C'est fort ce que je vous dis parce que ça m'a redressé. Il y a le garde à vous. Ça m'a redressé à quelque chose où je pense aussi j'ai pris beaucoup d'humilité. Parce que là-bas, on t'apprend à l'être. Et cette patience, en fait, de refaire, hein, tu sais qu'on défait ton lit 20-30 fois et pour pas que tu t'énerves et on te pousse à bout. Et à réussir à avoir une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on te pousse, que ton émotion craque, ils le font exprès pour que tu sois bien dans ton métier. Donc, en fait, on me poussait pour que mon intelligence émotionnelle soit stable. Ouais. Parce qu'en intervention, et tout ce qu'on fait, il faut que notre émotionnel, Et donc, en vrai, c'était un peu une thérapie aussi. Clairement. Donc, ça m'a aidé, en fait, à stabiliser mon émotionnel énormément. C'était pas simple tous les jours, mais... Et puis aussi, je suis rentrée dans l'équipe de France militaire de judo. Donc, en même temps, voilà. Les pompiers parce qu'il y a l'école au début, donc ça fait 22... Je partais sur 23, donc il y a l'école de Villeneuve-Saint-Georges avant de rentrer dans la caserne. C'est là où on se forme, en fait. Et puis, il y a le judo qui est là, que je m'entraîne. Pour moi, le judo, je sais pas si c'est pas que j'ai rencontré le judo, c'est incroyable, c'est un sport de résilience. On tombe d'abord pour... Voilà, pour se relever, c'est clair. Ouais, et puis, personne avait... Au début, je me dis, c'est un sport complexe, très technique. Très, très technique. C'est justement pour ça. C'est un sport très difficile à la réussite. Vraiment, même mondialement, tout ça, c'est très, très difficile. Il y en a qui réussissent en MMA, grosse carrière, mais jamais feront médaillé mondial ou olympique en judo. Et ça, c'est une réalité. Le judo, c'est un sport très difficile. Sauf que moi, ça a été le sport où je découvre et qu'il y a un coach qui m'a tout simplement dit à 20 ans, tu iras loin dans ce sport. Et bon, ça y est, je l'ai vu en anneau olympique. Et ça y est, depuis ce jour, en fait, je ne savais pas elle était où ma destination, mais mon destin, j'étais persuadée. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours visualisé. Depuis longtemps, j'ai visualisé un truc, je suis avec tout le monde au jeu, et voilà, il y a le stade, il y a cette ambiance, pour moi, voilà, j'y étais. Et donc, j'ai incarné où j'étais déjà, en fait. Et tout ce que je faisais, ça allait avec, en fait. Jusqu'à que je prenne une décision exceptionnelle, tu me diras. Alors, ma décision exceptionnelle, c'est à l'âge de 29-30 ans de quitter les pompiers. Oui, clairement. Et la France était fermée, parce que j'avais fait déjà médaillé aux France. Avec mon CV, tellement ça, je peux comprendre, les Françaises, elles sont très fortes. Et puis moi, je suis née au Maroc, à la boucle. Incroyable. On s'est dit... Le Maroc, ils ont accepté. À 30 ans, t'arrives à 29-30 ans pour être dans les meilleurs mondiaux, c'est pas ça. À 30 ans, normalement, c'est genre même, tu t'arrêtes presque. Hein. Voilà. Hein, et puis, incroyable. Je gagne un grand prix, un des premiers... on va dire, j'ai eu le privilège, la première fois que le drapeau il monte aussi haut à un grand prix. Je le gagne à Düsseldorf. Et puis là, je commence à être habitué à gagner une dizaine de médailles, Grand Prix, Grand Chelem, demi-finaliste au championnat du monde, j'ai gagné une japonaise. Et en fait, le mieux que j'ai fait, je crois que c'était 4e mondial. Et incroyable. Et par contre, je suis persuadée qu'il n'y a pas de secret. Et aujourd'hui, parce que tout le monde veut faire peut-être ça, et certaines personnes qui veulent partir. Enfin, il y a certains trucs, Asma l'a fait, mais je pense que personne n'a pas idée de la discipline que j'ai mis en œuvre. C'est-à-dire que c'était une décision exceptionnelle, résultat exceptionnel, mais chaque matin est exceptionnel. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un matin où j'ai pas fait la même routine, discipline. Moi, il y avait de la motivation ou pas, je me posais même plus la question. J'étais, je dis pas un robot, mais j'étais en mode discipline tout le temps. C'est quoi cette discipline ? C'était quoi, genre Asma au réveil jusqu'au soir, tu vois, c'était quoi en fait alors, je travaillais encore à la caserne à un moment donné où je quitte, mais j'avais gardé le rythme de la caserne. C'est-à-dire que moi, c'est tôt, 6h30. J'étais en garde à vue, quoi, déjà. Mon lit, je le faisais déjà comme à l'armée, quoi.
Déjà, on veut commencer plein de trucs, on fait même pas notre lit. Donc, il y avait... La piqûre de rappel. Mais non, mais c'est vrai, des fois, on est là, on fait des trucs, on fait même pas le tiroir qui traîne. Mais non, mais c'est vrai, des fois, c'est des trucs à la maison qu'il faut faire, des petits détails. C'est clair. Fais-les, après, tu veux faire autre chose. C'est clair. Donc voilà, j'étais carré j'étais militarisé, en fait. C'est là où ça m'a aidé. J'ai eu 10 ans de formation. Formation avec, dans un... Quand même, c'est une partie... Enfin, les pompiers de Paris, ils font partie d'élite, quoi. En constance, en militaire. Donc voilà, j'avais cette discipline. Je savais, après, en plus de ça, il fallait que je fasse un peu mon équipe. Donc j'ai investi avec l'argent que j'avais. Donc j'ai pris une prépa. Voilà, il y avait une nutritionniste. J'avais pris un peu une petite équipe et voilà, et j'ai essayé de me former. En fait, pour que ça me coûte le moins et que c'est-à-dire que quand ça là, j'invite vraiment des athlètes qui sont dans hors sentier battu à faire ça. C'est que moi, par exemple, quand je payais, par exemple, un coaching, c'est comme si une formation pour moi. Ah, c'est clair. Moi, c'est pas juste un me dit fait et puis moi, comme les athlètes autonomes. Tu prends moi, je prenais tout. Et dès que je prenais bien tout, après, je faisais toute seule parce que je pouvais pas finalement. Et donc, moi, j'étais en mode formation tout le temps. Sûr. Sur tout le monde, toutes les personnes. Voilà, formation. Et j'étais autonome. Et à un moment donné, voilà. Après, j'ai gardé, mais en tout cas, j'ai eu cette... des fois, je partais... une fois, j'avais fait une tournée Chine, Corée, Japon. Abu Dhabi, Chine, Corée, Japon, toute seule. Et j'ai ramené des médailles. J'étais partie toute seule. Parce que le Maroc, c'est pas comme maintenant. C'est compliqué. Je pense qu'au niveau de... L'Afrique, maintenant, ça change un tout petit peu. Ça change un peu, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Et donc, j'étais partie toute seule. Et il y avait des choses comme ça où je partais en stage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me faisait peur, en fait. C'est-à-dire que, en fait, mon rêve, il était tellement grand. Et je voulais pas juste dire, je fais pour faire. Je partais pas pour participer. Tu partais pour gagner. Ah ouais, je partais pour gagner parce que je mettais tout en œuvre, en fait. Et bon, Rio 34, 38 ans Tokyo. Et puis, je continue aussi à 40 ans, je pense. Moi, j'ai fait les Afriques. J'ai arrêté pas longtemps. Je gagne 2 Open en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ma longévité, je la dois à ma discipline. Et c'est ce qui m'a aidé à m'aimer fort. Ok. Ouais, parce qu'en fait, au-delà du haut niveau, parce que c'est pas du sport santé, aujourd'hui, je fais pas du haut niveau, j'ai gardé la même routine. C'est bien. Très important. Ouais, moi, je ne sais pas ça. En fait, je me dis que sinon, ma carrière, elle aurait servi à quoi ? Et c'est ça que c'est vrai que c'est difficile, et ce que j'essaie d'expliquer à certains athlètes, parce que le statistique, c'est 75% des athlètes arrêtent durant 5 ans. Ils deviennent sédentaires. Donc, sédentaires pendant 5 ans avant de reprendre. Les 75% d'athlètes. Alors, moi, je me suis toujours dit, pendant toute cette carrière, c'est comme si tu étais à l'université et tout, et tu prenais ton diplôme et tu le déchirais. Bon, ok, tout le monde sait que tu as une médaille, ou plutôt il y en aura un autre et tu auras oublié. Mais toi, ce que tu as appris pendant ça, comment je pourrais être en surpoids, je peux pas en fait. C'est-à-dire que j'ai pas fait tout ça pour ça. Donc je vais comment on dit, encaisser tout ce que j'ai appris. Et donc je l'ai encaissé. Et j'ai continué à faire du sport pour moi. Et en plus de ça, c'est du full of love en fait. C'est clair. De bien manger. Ce que je mange, je suis ce que je mange. Donc, m'alimenter bien, dormir bien, faire du sport pour moi. Très important. Et ça m'équilibre, en fait, tout simplement. Full of love. Mais comment tu vois, moi, il y a un truc qui est flagrant, en fait. Tu sais, je me dis, tous les domaines où tu as exercé, tu n'avais pas forcément ta place. Comment tu fais, ou d'où vient ce besoin de prouver ta valeur ? Tu vois, de prouver que tu peux le faire, de prouver que tu peux rentrer dans un milieu où c'est compliqué pour les femmes, que ce soit à la caserne ou dans les cuisines, de prouver que malgré ton retard au judo, tu vas être championne, tu vas aller aux Jeux Olympiques, qui sont des rêves lointains. Mais tu vois, comment tu actionnes ça, en fait ? C'est-à-dire que tu peux le penser. C'est une chose de le penser. On a tous des rêves. Aujourd'hui, les gens vont nous écouter, ils vont dire « Mais moi, j'ai rêvé, je rêve. Quand j'avais 15 ans, 12 ans, je rêvais. 2 ans, je rêvais de... » Mais j'ai jamais réussi. Donc, c'est quoi la différence, Asma ? Alors, moi, je pense sincèrement que j'ai mis du temps à comprendre ça. Après, je pense que pour moi, à ma part, hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ça va résonner ce que je dis,
mais il y a un côté très spirituel. Okay. C'est comme si on était un peu... Et ça, je le comprends. Avec le temps, je me dis, mais il y a des trucs que j'ai acceptés. En fait, j'ai l'impression que j'étais capable de porter ce que je devais porter sur mes épaules. Mis à part qu'il y avait de la discipline, attention, il n'y a pas juste je suis comme ça. Hein. Voilà, j'ai une rigueur, une discipline qui est très très élevée. Ça, tout le monde le sait, ok. Mais malgré tout, voilà, il y a certaines choses qui font que de ma discipline, de ce que je fais, tout le reste était léger. Il ne devait pas être aussi lourd que ça. Peut-être que si on partait pas dans nous, on cède pas. Ouais. Si nous, on ne cède pas, le reste va devenir encore plus dur et on ne va pas y aller au bout. Alors, je pense que je me suis aidée. Moi-même, je me suis poussée, je me suis aidée. Et puis, voilà, le divin, il m'a fait des cadeaux. Et je le sens comme ça. C'est-à-dire que j'ai senti que j'étais challengée. Et dès lors, je me suis aidée. Voilà, ok, bon, je vais faire les choses, moi. Parce qu'il y a des fois où j'étais pas bien. Oui, mais pourquoi voilà, on parle, on regarde le ciel. Mais en réalité, à chaque fois que je me suis aidée moi-même, donc je me suis apporté, quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Aide-toi, il va t'aider. Mais pas comme si t'as pas envie de t'aider. À un moment donné, il va t'envoyer plusieurs bateaux, tu vas pas les voir, et comme l'histoire, et tu vas te noyer. Donc, je pense que c'est ça. C'est que je me suis beaucoup aidée, et par quelque chose de divin qui m'a ouvert aussi. Et c'est vrai que quand j'étais à Rio, j'ai fondu en larmes. Tout le monde était heureux et moi j'ai fondu en larmes autour en fait de la cérémonie. Oui. Ouais. Et moi j'étais là et je me rappelle même pas, j'étais émue et j'ai les armes et là je pleurais vraiment et de l'intérieur et c'était mélangé. C'était mélangé de plein de choses. C'était et c'est ça où j'ai pris la plus grande leçon de ma vie. C'était entre fierté, je me rappelle, je me dis ça tu l'as fait et tout, parce que je voyais tout. Le chemin. 34 ans, t'es là, premier jeu, les gens ils comprennent, c'est incroyable quoi. Et en même temps, j'avais peur de que tout ce que j'ai rêvé toute ma vie, il y a plus rien. C'est-à-dire que ma vie elle s'arrête là. C'est-à-dire que les jeux, c'était là où je voulais aller. Après, imaginez, c'était pour moi c'est fini. Ça y est. Et c'est pour ça que j'étais beaucoup stressée le jour où j'ai combattu, j'ai pas profité. C'est ce chemin, en fait. C'est ce chemin ça vaut toutes les médailles olympiques, mais les gens, ils se rendent pas compte. Ce que j'ai appris et tout ce parcours, ça vaut tout pour moi. Et de ce que j'en ai fait, ça vaut toutes les médailles olympiques. Alors oui, c'est vrai. J'aurais été heureuse d'être championne olympique. Mais je suis tellement heureuse de mon parcours. J'ai tellement de gratitude de ce que j'ai appris, de chaque détail, aussi dur, une demi-finale où j'ai loupé le coche, je fais deux fois pied du podium. Alors moi, j'avais peut-être à ce moment-là, c'était pas avoir peur de perdre, mais j'avais peur de gagner. Donc 2 fois demi-finale, je devais 2 fois 5, vraiment demi-finale, et j'ai fait beaucoup de places de 5. Donc moi, il y avait beaucoup de est-ce que je mérite ? Et donc je sais que dans mon parcours, j'aurais pu avoir de plus grosses médailles, mais c'était est-ce que je mérite ? Voilà. Et ça, je l'ai réglé, et ça, je l'ai compris, mais je suis contente de l'avoir vécu. C'est cette douleur, elle est là, et finalement, elle est dure, mais est-ce que je pense que j'aurais gagné ma médaille ? Est-ce que je l'aurais... Et donc, ça m'a ouvert certains axes qui m'aident aujourd'hui dans ce que je fais. Parce que j'adore mon métier, j'accompagne en plusieurs niveaux. Et c'est ce parcours qui m'a offert la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Ce que tu racontes est tellement vrai et tellement juste. C'est-à-dire que, oui, tu as le Graal, tu as les titres, mais on ne peut pas enlever le chemin. On ne pourra jamais enlever ces moments de doute, on ne pourra jamais enlever ces moments de discipline, on ne pourra jamais enlever... Tu sais, moi, il y a un truc... Quand je t'écoute et quand j'écoute Gaël, mon fils, ou même quand je regarde un peu le passage des athlètes, c'est cette introspection. Tu sais, quand tu es tout seul avec toi-même, tu vois, et que tu dois te dire, en fait, tu sais quoi, là, c'est le moment. C'est là où je dois me lever. Je peux douter, comme tu le disais avec toi. Est-ce que je mérite de gagner cette médaille olympique ? Mais ça, c'est un travail d'une vie. Les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, quand tu es là à toucher le Graal, mais... Au final, tu as tout donné pour ça. Mais maintenant, tu es dans une question de est-ce que je le mérite ? T'imagines la puissance du truc ?
Et ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Et c'est pour ça que, tu vois, je dis merci à ce genre d'échange parce que ça démontre que, au final, on est tous des êtres humains. Bien tu sûr. peux être robotisé de ce que tu veux, tu peux être fort mentalement de tout ce que tu veux, mais un doute, à un moment donné, fait partie de l'être humain, tu vois. Et pour rebondir sur ça, Asma, moi, j'aimerais que tu m'expliques un truc. C'est la complexité, tu en as parlé toi-même, du judo. Tu commences à 20 ans. À 25 ans, ceinture noire. Comment tu fais alors que tu arrives à 20 ans? On parle d'un sport tellement spécifique, technique, complexe, compliqué. Tu vois les gens sur le tatami devant toi, tu te dis, mais attends, moi, j'arriverai jamais. Et les gars, ils ont 10 ans d'avance sur moi. Comment tu fais? C'est quoi les outils, tu vois, de nouveau? Alors, vraiment, il y en a un qui est le plus puissant, c'est de défaire des regards des autres. Et dès lors, en fait, j'ai fait ça. Alors, j'explique. Wow. Alors, comment je suis arrivée, ce que j'ai aimé chez mon Yves Abdoud, c'est vraiment mon premier prof et j'ai beaucoup d'affection. Et il m'a dit, je vais faire de toi une combattante. Il m'a pas appris à faire judo comme le début parce que ça aurait pris trop de temps. Il m'a dit, tu vas connaître les règles, je vais faire de toi une combattante. C'est pour ça que ça a été vite. Okay. Il m'a fait rentrer dans l'univers de la compétition tout de suite. Okay. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va t'apprendre 2-3 techniques fortes. T'as mis sur le tas direct en fait pour que tu sois testé et challengé. Tout de suite, voilà. Sauf que moi, le judo, c'est un sport à 20 ans, t'es adulte. C'est tellement technique, tout ça. Et c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément ton histoire. Moi, je me souviendrai quand je suis partie à l'INSEP, les gens, j'étais déjà devenue tout de suite partenaire parce que mes premiers championnats de France, je fais 5e. Donc 5e au championnat de France et pied du podium, c'est déjà énorme. J'avais battu la championne de France en 2e tour, c'est elle qui était de l'année. Donc, bon, bref, ils me mettent en groupe partenaire et j'arrive à l'INSEP. Je suis là, je vais apprendre des meilleurs. Et là, les gens, ils connaissent pas ton histoire. Ils disent, mais c'est quoi? Ils me voient faire judo. Déjà, il y en a plein qui se mettaient pas avec moi parce que j'allais leur faire mal. C'est comme une danse. J'avais peur. C'est comme si tu faisais de la salsa et toi, tu marches sur le pied de l'autre et tout. Et c'est trop drôle parce que il y en a plein qui veulent pas se mettre avec toi parce que tu sais pas danser. Ouais. Alors que moi, j'étais pas dans le mouvement parce que c'est un sport tellement complexe, quoi. Donc, c'était que mes armes. Et donc, des fois, en fait... T'étais maladroite, en fait. J'étais maladroite, voilà. Et puis, je savais qu'il y avait des moqueries, parce que les gens, ils se moquent, c'est le sport, moi, c'est elle, machin. Yes. Et je me souviens, en fait, que ce coach m'avait dit une phrase. Il m'avait dit, j'étais à l'entraînement, j'étais un peu, de toute façon, le regard extérieur, j'étais happée par ça, les gens, et je sais pas pourquoi, il m'avait dit, ton expérience, eux, ils l'ont pas. Ton véhicule. Ils l'ont pas. Et en fait, ça avait déclenché quelque chose chez moi, en fait. Ce truc. Et ça veut dire, je sais pas pourquoi, ça m'a switché de ce qu'on pouvait penser de moi. C'est-à-dire que j'acceptais des moqueries, ou j'acceptais, attends, si Asma, t'as pas du judo. C'est des phrases. Je les acceptais quand même, parce que moi, en fait, je savais où j'allais. Et t'avais ce truc en plus. J'ai dépassé même ceux qui se moquaient de moi. Je me souviendrai tout le temps. D'ailleurs, on est amis. Je lui ai dit, il n'y a pas si longtemps, une personne, il y avait un ami, un ami. Aujourd'hui, c'est un ami. À l'époque, lui était déjà dans le système un peu haut niveau et j'étais dans un club. Et en fait, j'étais venue juste les voir en compétition. Et puis moi, je sais pas, j'avais balancé. Je le gagnerai l'année prochaine, ce tournoi. J'avais dit un truc incroyable, en fait. Et puis là, il me dit, non mais Asma, tu crois que il m'avait brisé tout ce que je venais de dire. Mais tu crois quoi, le judo, c'est dur. Et en fait, je pensais pas qu'il parlait de lui. Mais en fait, à ce moment-là, peut-être lui parlait de lui parce qu'il n'allait pas réussir. Alors, à l'époque, on comprend pas. Et puis, il m'avait un peu saqué. Tu crois quoi avec ton judo, ton âge. Et en fait, il me l'avait dit d'une manière tellement, je trouve, méchante, en fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait en sorte, alors j'ai fait un mécanisme de défense, parce qu'il attaquait mes rêves. J'ai fait un mécanisme de défense, j'en rigole. J'en rigole. Mais je le mets de côté, en fait. C'est-à-dire que je l'ai observé et je sais que je ne l'avais pas absorbé. Je n'y ai pas cru. J'ai fait un espèce de mécanisme de défense naturel. Je l'ai observé, mais je ne l'ai pas absorbé. Et c'est très puissant ce que j'avais fait à ce moment-là, je ne savais pas. Et j'en ai eu plein des petites choses comme ça, des petits pics. Et ce qui est drôle de toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui ont eu ça, j'ai eu une meilleure carrière qu'eux, mais de loin, à faire ce parcours, en fait. Et
Et c'est ça qui est exceptionnel, en fait. C'est réussir à se détacher des regards des autres. Pourquoi ? Parce que les regards des autres, c'est les miroirs, tout simplement, de leur être. Et c'est-à-dire que si on est happé par la vie des autres, ça reste la vie des autres, et ben en fait, on est tétanisé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous bloque parce qu'on vit leur vie. Et si on ne veut pas vivre leur vie, et souvent les gens, ils vivent, voilà, ils partent dans leur direction, ça, ils sont happés. Oh bah, il a raison. Et finalement, ils ne vont pas dans leur route. C'est comment je me suis défait complètement de ce que les autres pensent de moi. Et c'est OK. Par contre, ils avaient le droit de le dire. C'est pas, j'entends pas. Je participais même. OK. Ah bon, t'as pas dit, oh, c'est vrai que j'ai pas. Et c'est une réalité. Bon, c'est pas que t'as pas beaucoup du dos, tu dois être. OK, oui. Et donc, c'est pas grave. Et je prenais en fait du positif sur ceux qui. Je me souviendrai tout le temps, un entraîneur, mes amitiés, un entraîneur monégasque. J'étais avec lui en tournée, comme j'étais toute seule. Je restais beaucoup avec un entraîneur monégasque qui avait ses athlètes. Et puis, à un moment donné, il dit. Tu sais, Asma, parce ce qu'il a entendu, il me dit, tu sais, je prends juste quelqu'un qui est juste musclé, qui fait juste de la muscule ou qui est physique et qui fait du judo, il perd en 2 secondes. Il me dit, t'es super technique, mais dit pour les techniques que tu mets, et en plus, t'as une technique que tout le monde sait que tu la mets, tu le remets, et au plus forte. C'est-à-dire que t'es très judo. Et le fait de m'avoir dit ça, je me rappellerai tout le temps, il m'a dit, tu as une technique très forte. Tout le monde sait que tu la mets, ils le savent. Passe quand même. Tu rentres, tu le remets. Il m'a dit, ça, c'est que les gens forts qui font ça. Et le fait de faire ça, bah, je fais 2, 3. Il m'avait donné quelque chose. Oh, j'aime bien les gens comme ça, tu sais. Il m'a donné un peu de. C'était valorisé. Voilà. Et puis il m'avait donné un peu un dopage exceptionnel pour mon cerveau. Et donc derrière, je commençais à. Cette tournée-là, j'avais fait une tournée incroyable. Et je commençais à me nourrir de ces gens. Okay. Et il y en a eu plein. Et donc je pense que c'est ça la recette, si on est hors sentier battu, que ça soit dans les études, dans le sport, dans l'art, peu importe. C'est toujours se détacher des regards des autres. Je pense que c'est ça qui peut vraiment happer, et puis aussi la voix intérieure. Parce qu'il y a aussi notre voix intérieure qui peut être aussi comme les autres. T'étais quoi au regard de tes parents, toi ? On parle du regard des autres, tu prends une voie peu commune. Est-ce que papa a adhéré ? Je sais que tu avais peut-être des contacts un peu plus compliqués, mais est-ce que maman a soutenu ? Est-ce que tu t'es senti soutenu dans ce voyage-là ? Est-ce que, tu vois, ou c'était un frein par moment ? Tu vois, à quel moment ? Parce que tu grandis, donc quand tu te détaches, c'est-à-dire que tu as de l'expérience et tu es lucide et tu l'apprends sur le tas, tout ça. Mais toi, en tant que jeune ado, quand maman, peut-être, je sais pas, c'est juste une hypothèse. Oui, j'ai compris. Alors moi, mon père, je ne l'avais pas vu depuis cette frontière là, que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Et après, il est décédé en 2007. Mais ma mère, en fait, en réalité, ma mère, je pense que je ne lui ai même pas laissé le choix. C'est que moi, je suis partie très tôt. À 15, 16, 17 ans, j'étais partie. Donc, j'étais déjà autonome. Et parce qu'au contrat de qualif, voilà. Donc, je gagnais déjà mon argent. Et en plus, je vendais beaucoup de foie gras. Donc j'avais beaucoup d'argent. T'étais bien. J'étais entrepreneur. Donc je pense que ça fait très longtemps en fait que voilà, très très jeune. J'ai 41, voilà, je gagne ma vie depuis l'âge de 16 ans. J'ai une expérience forte là-dessus. Et en fait, je n'ai même pas demandé l'avis à personne. En fait, je me rendais compte qu'à moi-même. Donc en fait, peut-être que ma mère, elle était rassurée parce que je prenais la bonne voie. Voilà, vous voyez, sa fille, elle faisait du sport, elle travaillait, elle rentrait. Donc elle est rassurée. Elle voit que je pars dans une voie saine. Donc, elle m'a jamais embêtée avec ça. Elle a vu que je partais dans la bonne direction. Elle travaille, elle est dans son sport, elle fait son truc. Elle est chez les pompiers. Donc, je pense que elle pouvait dormir le soir, elle va pas entendre un appel. C'est vrai. Et je pense que c'est ça, les parents, pourquoi des fois ils peuvent être réticents. Ou on peut dire, mes parents, ils sont méchants. C'est parce qu'en fait, c'est la peur qui génère ça. Ils ont peur, tellement peur, qu'ils vont peut-être... interpréter cette peur d'une manière un peu brusque, mais c'est juste la peur. Et ma mère, elle n'avait pas peur pour moi. Et ça, je l'ai senti de cette manière-là, de cet axe qu'elle ne va pas réussir sa vie. Elle le savait que j'étais déterminée, elle voyait ça. Donc, j'étais pas fou. En fait, en réalité, j'étais égocentrée. Vraiment, et ça, j'ai pas honte de le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets de l'oxygène, mais j'en ai mis beaucoup sur moi-même. Et j'étais capable de le faire. Pendant des années, j'étais égocentrée sur réussir, manger, dormir,
travailler, judo. Et c'était que ça. Et il fallait que je parte sur ce chemin-là. Je n'étais pas dispersée. J'étais concentrée. Voilà. Il y a eu des choses où... parce que dès qu'on se disperse, ça y est, et donc, en fait, ce rêve, cet objectif, peu importe, c'est de me réaliser, c'était tellement grand que je ne pouvais pas me disperser. C'était... et vraiment, je lâchais rien. Il y avait même des copines, elles me racontent des trucs. Elles me disent, non, mais elle me dit un jour, elles avaient organisé mon anniversaire. Sauf que moi, c'était la période d'une compétition, genre une semaine après. C'est-à-dire que j'ai complètement oublié, alors qu'ils m'ont appelé pour me faire une surprise et tout. Sauf que moi, je suis pas partie. Ah, t'as pas été. Ils ont fait mon anniversaire sans moi. C'est exceptionnel. Bah ouais, parce que j'avais un temps pour dormir et machin, et moi, je savais pas qu'ils faisaient quelque chose. Donc pour moi, c'était mon anniversaire, et j'ai oublié même que c'était mon anniversaire. Oui, ok, on m'a dit, oui, voilà, je dors, demain, c'est un autre jour. Et là, ils me font une vidéo et tout. Ils me font, mais Asma, on est en train de fêter ton anniversaire. On fait une surprise, quoi. Et c'est resté ça. Donc mes potes, à chaque fois, ils rigolent avec ça. Et donc, ils ont fait mon anniversaire sans moi. C'est parti jusqu'à là. Mais tu vois, Asma, la question que... Ouais. Tu vois, du sens, c'est que là, tu parles de vrais points. C'est ce côté égocentrique, tu vois. Comment tu fais à deux, par exemple, parce que tu as eu des relations quand même pendant ce temps-là, tu vois, du sens où... Oui, parce j'ai des amoureux. On parle d'exigence, on parle d'un focus tellement grand. Est-ce qu'on arrive à laisser la place à quelqu'un d'autre? Oui, j'ai eu des... Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué par rapport au rythme. J'ai eu des gens qui ont fait partie d'un bout de chemin. C'est important d'être bien avec soi pour accueillir l'univers de l'autre. Et ça, je veux bien l'exprimer. L'autre n'est pas un thérapeute. En couple, on ne peut pas être thérapeute, on peut s'accompagner. Si ça devient trop... Et c'est deux êtres qui traversent ensemble ici-bas. Et si c'est trop névrosé, c'est trop... certaines choses qui n'ont pas été réglées, on n'est plus dans la relation. On est dans quelque chose de très toxique, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, j'en accompagne, donc je sais comment ça se passe. Mais le fait de travailler sur soi, c'est le plus beau projet d'un couple. De toute façon, c'est le plus projet de tout, mais le noyau du couple, c'est qui est deux individualités, et le troisième, le couple. Donc le plus beau projet du couple, c'est le travail de soi, de chaque personne qui est concernée par le couple. Et donc voilà, et ça, c'est non négociable, le travail sur soi. C'est clair. Voilà. C'est-à-dire quand on soit en carrière, quand tu es tellement impliqué et investi, c'est compliqué de faire un travail sur soi. En même temps, tu vois, du sens de faire avancer un couple, je pense que ça marche et que ça a marché. Mais est-ce que tu peux donner la même intensité? Ah, moi je dis c'est toute la carrière qui a été une thérapie, parce que, en fait, c'est quoi une carrière au final? C'est apprendre à se connaître. Et en fait, une belle thérapie, c'est apprendre à se connaître. Dès là, on commence vraiment à se connaître. On connaît ses émotions, on sait vraiment ce qui se passe et le pourquoi. Et pourquoi on réagit de la manière-là et qui on est. Voilà. Et je pense que le plus beau projet d'une vie, c'est de se connaître. Et donc, dans une carrière de haut niveau, il y a des névroses. C'est clair. Boum, on s'est entraîné toute une année dure. Ah, tu rates une compétition. Il y a le rapport avec l'arbitre, c'est les regards extérieurs, jugement. Il y a tellement de Enfin, je pense que les athlètes de haut niveau, ça, ils le comprennent. C'est ces montagnes russes et ces névroses qui peuvent nous arriver, ce vide plein, donc qui créent des énormes frustrations et qui peuvent réveiller des mémoires qui étaient là avant. Donc je pense que le travail, il se met en place. C'est pour ça que c'est important en fin de carrière, surtout d'accompagner les athlètes. C'est très, très important. Tu as bien expliqué cet accompagnement avec ces hommes de pouvoir, tu vois, qui ont un pouvoir et qui managent, on va dire, des gens. Moi, je suis dans un autre domaine que tu connais, c'est le football. Et on sait à quel point, comme dans ton chemin, le mental est important. Et le mental peut être très, très vite perturbé par la performance, par le résultat, par plein de choses, la vie personnelle. Aujourd'hui, tu accompagnes aussi des entraîneurs. Hein.
Asma, dis-moi, qu'est-ce que tu ne fais pas en fait et en réalité? Non, mais c'est toujours tout ce qui est dans le potentiel humain. Donc, c'est toujours un peu c'est toujours mon point commun. Hein. Je ne fais pas autre chose qui change. Mais alors, il y a les entraîneurs, les coachs, mais aussi les joueurs. Il y a des joueurs, des joueuses. Mais je me suis aussi intéressée à ce volet. Hein, quand j'ai aussi des entraîneurs qui entraînent des équipes féminines. Comme moi. Voilà, exactement. Et je trouve qu'il y a une génération qui est très en humilité, incroyable, des jeunes entraîneurs qui sont là pour... voilà, ils connaissent tout l'univers de leur... Il y a 4 piliers. Hein. Il y a le technique tactique, la prépa physique, la préparation mentale. Pour une performance, on connaît ces 4 piliers. Qu'ils sont capables de dire, bon, cet univers, même pour moi, je les coach pas pour qu'ils sachent coacher, c'est leur métier. C'est clair. C'est cette pression que eux, leur posture, on sent qu'il y a quelque chose de bienveillant, qu'ils ont envie de être des leaders, un leadership et un management est conscient par rapport à ces jeunes filles, et que au-delà de ça, ok, c'est des joueuses, mais ça reste aussi des femmes. De comment ma position de coach pour les accompagner au mieux, ce capital humain, voilà, ce potentiel, comment. Et donc ils font appel à moi et je les accompagne vraiment, et on fait des séances assez régulières. Ils sont très assidus, des fois plus assidus que les athlètes. C'est clair. C'est vrai que les entraîneurs, je cours moins derrière eux que les athlètes. Bon, et ouais, ils me contactent eux-mêmes, donc c'est plus facile. Bon, il y a plus de maturité, et ils ont un regard, et puis on parle aussi le même langage. Mais en tout cas, il y a cette humilité de comprendre que aujourd'hui, on peut pas faire... Le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé, et que les entraîneurs aient conscience que la préparation mentale, la santé mentale, tout cet univers du mental est vital dans le sport de haut niveau. Clairement. Et ça y est, ils l'ont saisi, et je suis très très heureuse de leur humilité et de ces professionnels-là. Vraiment, je les célèbre. Tu vois, quand toi, tu avais besoin d'une figure patriarcale. Aujourd'hui, je suis entraîneur de football féminin. Ce côté pédagogique, tu leur apprends aussi parce que toi, tu avais un certain besoin. Mais est-ce qu'on peut coacher de la même manière un homme qu'on peut coacher une femme? Déjà, une fois par mois, il faut comprendre que physiquement, tout ça, on me dit, je suis un entraîneur de foot. Oui, féminin, moi je suis pour ça. Mais il y a qui en face? Déjà, une fois par mois, on ne peut pas coacher un homme et une femme, parce qu'une fois par mois, il faut penser à ça. Physiquement, ça, on n'en parle pas, mais une femme qui est indisposée, elle a des douleurs, il y a une norme. Voilà, et donc, d'être un entraîneur, je pense, qui est très pro, il note, il sait comment gérer toutes ces filles par rapport à ça, déjà rien que physiquement. Hein. Et puis, après, voilà, il y a des hommes qui sont très sensibles. Clairement. Donc, je ne suis pas en train de dire les hommes, non, je n'ai pas du tout cette façon de voir les choses, et puis, ce n'est pas du tout moi. Mais en tout cas, être conscient qu'il a des femmes en face. Voilà. Quelle est sa posture vis-à-vis de plein de choses autour. Et puis aussi, toutes ces femmes, elles ont aussi un bagage. C'est sûr. Elles ont un bagage, des histoires. Elles viennent toutes avec des histoires différentes. Donc la communication, voilà, qui va être peut-être simple ou moins simple. Et des fois, qui va aller au-delà du sport, en fait, au-delà du foot. Donc comment être... Et c'est pour ça que je dis hyper conscient, c'est très important. De séparer les choses du bruit qu'elles font. Et c'est là où les entraîneurs, je les trouve très conscients, c'est quand ils séparent les choses du bruit qu'elles font et qui va au sujet même de la problématique. Et éviter le bruit, de ne pas être happé par le bruit. Et voilà, et dès lors qu'il est conscient, il voit des choses, certainement, que s'il était aveuglé, inconscient, l'ego, tout ça. Et donc, voilà, revenir à ça. Et donc, moi, je les aide à être hyper conscients. Et dès lors qu'ils sont dans l'hyper-conscience, comprendre certaines choses, et là, en fait, ils font que glow up, les coachs. Ils deviennent, voilà, eux-mêmes. Parce que aussi, ils ont une carrière. C'est pas qu'ils sont pas là. Ils ont une carrière, ils ont envie aussi de réussir dans ce qu'ils font, d'apporter des individus aussi à réussir. C'est un ensemble, c'est une équipe. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis très, très ravie de les accompagner. Et encore une fois, c'est pas évident par rapport, c'est tout nouveau, là. Pas très encore, ils font partie des minorités. Des coachs, je suis une femme, ils ont compris qu'aussi le fait que j'étais athlète, peut-être ils sont partis chercher chez moi aussi certaines choses, parce que j'ai aussi une carrière. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, je suis très heureuse d'accompagner aussi des entraîneurs. Tu parlais souvent de cette soif de comprendre, d'apprendre. Tu dis que la lecture t'a sauvé.
lire pour moi parce que tout simplement, je pensais que si je lisais, je ne serais plus dyslexique. D'accord, c'était la clé derrière tout ça. Mais c'est pas cérébral, je pense qu'il y a un de mes grands-parents qui l'était, parce que c'est aux ZDN, hein, ça n'a rien à voir de cérébral, c'est les ZDN, la dyslexie. Et je pensais que si je lisais, je le suis toujours, hein, mais à force de lire, je serais plus dyslexique. Et donc, je commençais à lire, et puis j'avais du mal avec le français, donc il fallait que... Et puis là, je tombe amoureuse de la langue française. Vraiment. Je sens qu'elle me procure... des textes qui me procurent du bien. Okay. Ouais. J'ai même pas ça avec l'anglais, vraiment le français. Le français, vraiment, ça t'a... Oui, il faut dire la vérité. Un mot peut dire tellement de choses. Ouais. Aimer, il veut... Enfin, il y a des textes qui peuvent, voilà, d'écrire de lire du Gibran, comme Khalil Gibran, comme lire... Enfin, il y a plein de textes de comment même si on se traduit, je trouve ça très beau. Et puis du Boris, hein. Je commence à... Voilà, c'est tout l'univers de La nuit, j'écrirai des soleils, Le vilain petit canard, Résilience. Enfin, toujours quelque chose lié à la régénération, transformation. Donc je lis. Voilà. Ça peut être des livres très connus comme L'Alchimiste, Voyage au bout de la nuit. Okay. Voilà, je suis partie jusqu'à là et qu'il faut toute une vie pour le continuer et le lire et le relire. Voilà. Donc j'ai traversé, voilà, des Proust comme beaucoup de livres historiques et la lecture m'a beaucoup accompagnée. La lecture, en fait, on se sent jamais seul lorsqu'on lit. Il y a quelque chose il y a les lecteurs qui comprennent vraiment ce que je dis. C'est clair. On traverse la vie des autres d'une manière incroyable, en fait. Et puis les autres, en plus, ils ont un impact aussi. Moi, je sais que grâce à des livres, j'ai réussi certaines choses. Vraiment. Je sais qu'il y a une fois, j'ai réussi une compétition parce que j'avais lu un livre. Qui t'avait inspiré. Oui, de Dan Millman. Et qui m'avait impacté. C'est un ancien... le guerrier pacifique. Ouais. Et il y avait une phrase, voilà, c'est où es-tu ici, quelle heure est-il maintenant, qui es-tu ce moment. Et il y avait ces 3 questions. Et en fait, c'était devenu mon ancrage. Et puis à la compétition, j'étais vraiment là, pleinement. Et voilà, c'est lire, voilà, ça m'a aidé aussi à réussir dans le judo. C'est aussi simple que ça, en fait. Clair. Et puis, ce livre, pourquoi ? Parce que tous les livres, en fait, que j'ai lus, j'ai mis dans ce livre. En fait, c'est 12 chapitres. Je voulais faire comme les 12 travaux, mais c'est 12 chapitres avec une intro qui est un peu impactante. Mais, voilà, acceptation, un petit exemple. Je raconte une histoire par rapport à quelque chose que j'ai vécu factuel par rapport à l'acceptation. Je vous mets de mon métier des outils et de mon expérience. Vous voulez pas mes outils ? Ok. Mais je vous mets 10 livres. Il y a des références. 10 films. Ah, vous voulez pas ? Ah bon, allez, 10 films, 10 docus. Donc à chaque fois, on trouve des livres, films, docus. Rester jeune, acceptation, vulnérabilité, intégration, j'ai dit, confrontation, apprendre à s'aimer. Vraiment, tout le monde, il n'y a pas que les athlètes. Hein. N'importe qui, hein, les étudiants qui le lisent comme... Et je voulais laisser ça là, voilà, d'une manière un peu pratique pour éveiller. C'est-à-dire qu'on ait ce livre, mais on ne s'arrête pas là. Voilà. Ce livre, c'est un début de quelque chose. Et c'est pour ça que je tenais... D'ailleurs, je n'avais pas trouvé trop d'éditeurs qui... Et là, voilà, un éditeur qui m'a pris, j'étais contente. Et voilà, je suis très heureuse de ce livre. Vraiment, ça fait partie aussi des accomplissements les très puissants que j'ai pu faire. Dans ton livre, tu sais, tu fais référence au kintsugi. Hein ? Je suis en kintsugi, d'ailleurs. D'ailleurs, tu es en kintsugi. Ok. L'art japonais de réparer avec l'or. Quel moment de ta vie représente cette métaphore pour toi ? Au Japon. J'étais au Japon, clairement, et je découvre le kintsugi là-bas. Un objet qui se casse, où ils leur collent, ils mettent de l'or, parce qu'on allait souvent avec le judo. J'étais à Kyoto, et je vois un objet ils leur collent, ils le mettent en... Je trouvais ça tellement beau, et en fait, je me suis vue, moi, en kintsugi. Okay. Quand il n'était pas cassé, je suis désolée, mais il y avait un joli vase en kintsugi, je me suis vue. C'était toi. Vue, vraiment. C'était très terrible, cette image, parce que tu vois, ça m'a impactée. Et j'étais contente de rentrer pour avoir le Wi-Fi, pour comprendre. Parce que, donc, quand tu dis que tu t'es vue toi, c'est-à-dire que tu étais cassée de l'intérieur ou... Non, que j'étais sublimée.
Ah, t'étais sublime. Oui, je me suis vue en sublimation. Ok. C'est-à-dire que j'étais en dorure et que j'étais illuminée, en fait. Je me suis vue que j'étais en pleine résilience. Voilà, malgré... Oui. Voilà, ok. C'est-à-dire que j'avais vu, en fait, un peu les cicatrices, mais sublimées. C'est-à-dire comme si j'avais réussi. T'as survécu. Parce que j'étais j'étais au Japon, je voyage partout, enfin... J'étais là où je devrais être, quoi. Et je vois le kintsugi, waouh, qui me reflète, moi. Mais quelque chose de positif, en fait. Et, et comme je l'ai trouvé beau, donc je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce que je trouve beau est en moi. Et donc, j'ai accueilli ça. Donc, je suis partie. Regardez. J'ai fouillé et tout. Et je suis rentrée à l'hôtel, ce qu'il y avait le wifi. Et je suis restée toute une soirée à découvrir. Je découvre de comment ça vient. Je garde ça là. Et donc, j'ai créé ma boîte qui s'appelle Kintsugi People. Ok. Ouais, j'accompagne, qui s'appelle Kintsugi People, et je fais un mouvement comme ça, où j'accompagne beaucoup par la métaphore du Kintsugi à que chacun puisse construire son Kintsugi. Donc, des fois, je peux avoir des chefs d'entreprise, comme je peux avoir, ou peu importe, hein, de toute façon, on est tous des Kintsugi à un moment donné. Hein. Donc, c'est juste comment réussir à fabriquer le sien, avec sa propre histoire. Donc j'accompagne aussi là-dedans. Je fais des retraites aussi. Je fais une retraite avec des chefs d'entreprise. C'était puissant. Pourquoi je suis très focus avec les hommes qui dirigent? Explique-moi pourquoi. C'est intéressant. Des hommes pouvoir ou qui dirigent. Alors déjà, c'est là que je me rends compte que j'accompagne plus des hommes. Déjà, c'est un statistique qui est factuel. Les hommes s'occupent moins de leur santé mentale. Les hommes se font moins accompagner. Les statistiques sont vraiment... Enfin, c'est plus les femmes qui s'occupent de ça. Si tu vois, par exemple, des retraites, tout ça, tu verras que des femmes. C'est vraiment très rare, ou des hommes, ou tout ce qui est... Ça commence à venir, je ne mets pas tout le monde, mais entre potes, c'est rare. Ah non, mais toi, tu vas pas bien, on va voir un psy. On ne dit pas ça. Beaucoup, ouais, c'est clair. Les nanas entre nous, non, un tu peu devrais aller voir plus, mais c'est vrai que... non, on dit souvent ça, tu devrais aller voir tout de suite, ou on se parle, on fait même nous, mais les l'homme hommes, se braque. Non, tout de suite. C'est-à-dire que extérioriser quelque chose, c'est-à-dire que ces peurs ne les extériorisent pas. Et moi, je dis souvent que les peurs, si elles s'installent, on peut aller vers il n'y a plus de repères, on peut aller vers d'autres côtés. Mais l'homme n'aime pas être vulnérable. C'est ça je le sais. Et je dis toujours, c'est la plus belle force des hommes. À 100% d'accord avec toi. Et donc voilà, j'accompagne aussi ces retraites-là, déjà parce que ces hommes ont un capital humain, c'est-à-dire qu'ils ont des humains qu'ils contrôlent, entre guillemets. Pas du tout, c'est pas ça que je souhaite, justement, qu'ils les managent. Voilà, c'est pour ça, le mot contrôler, je l'ai fait exprès, qu'ils pensent contrôler, mais c'est qu'ils les managent, qu'ils les accompagnent, un leadership inspirant, des leaders conscients, c'est un mot que j'aime bien, hyper conscient. Clairement. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que le fait que je sois athlète de niveau, et ce qui est drôle, il me donne une légitimité. Ah, elle est athlète, elle est du même niveau. Donc du coup, ça accepte. Le fait que je parle le même langage, parce qu'ils savent que j'ai un mindset, et donc, bon, elle peut nous manager. C'est là où ils mettent. Donc, je profite de cette casse-tête. C'est OK, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la retraite, elle est un dépouillement un petit peu personnel et qui peut être... Parce que ça restera toujours des humains avec une expérience de chef d'eux ou de manager. C'est pas le contraire. Donc moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup emmener en retraite n'importe quel individu. Et puis voilà, je ne sais pas si on parlait de l'accompagnement, mais en tout cas, je prends beaucoup plaisir. Du plaisir. beaucoup. Asma, si on éteint cette lumière, tu vois, et que tu fermes tes yeux. Je l'ai fait. Les Jeux Olympiques, c'est le sommet pour un athlète. Quand tu y repenses aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience représente pour toi ? L'amour de soi. Les jeux m'ont apporté beaucoup, tout l'univers des jeux. Et le mot jeu m'ont appris à m'aimer, à m'aimer très fort. Et à me découvrir toutes mes facettes et à aimer mes parts d'ombre.
Le judo m'a aidé à aimer mes parts d'ombre. Waouh, c'est fort ça. Ouais, vraiment. Ouais, je l'ai découvert il y a quelques années que c'est le judo qui m'aidait à aimer mes parts d'ombre. Alors forcément, si on aime ces parts d'ombre, elles arrêtent de nous embêter. C'est clair. Parce qu'il y a une coexistence toujours. Mais en tout cas, voilà, ça représente... c'est pour ça que le judo fera toujours partie de ma vie. Tu en pratiques encore aujourd'hui? Oui, ouais. et c'est ça qui est exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui me disent « Ouais, mais moi, si je fais pas de compétition, je peux plus mettre le kimono et tout. » En fait, en réalité, il y a toujours cette phrase, et en plus d'ailleurs, elle vient d'Anne Milman dans Le Guerrier Pacifique. Un athlète n'arrête pas quelque chose qu'il aime, il trouve de l'amour dans ce qu'il fait. Et moi, le fait juste de mettre le kimono pour aller jouer avec les potes ou au club, en fait, je découvre le judo d'une autre manière encore. Et j'ai plus besoin de dire que je suis la meilleure. Mais par contre, le sport, il est là, il est dans son univers, il a ses codes, il y a un jeu que je continue. Donc, c'est vrai que c'est pas le même rythme parce qu'aujourd'hui, je travaille mes activités. Mais si j'arrive à y aller 1 fois ou 2 fois déjà par semaine, c'est déjà génial. Donc, mais c'est toujours là. Je mets toujours le... Et les Japonais, ils disent quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quand on est judoka et qu'on porte plus le kimono, on n'est plus judoka. Et ça, je veux pas me le permettre. C'est ancien judoka, je veux pas. Je suis toujours judoka. Et un judoka, quand il porte le kimono, il sera toujours... C'est pour ça qu'on voit des gens très âgés qui continuent. Donc, j'ai toujours envie de porter ce costume parce que je l'aime beaucoup. Et puis, pas forcément dans le haut niveau, mais déjà non. Mais pour le partage, transmission. Mais en tout cas, voilà, trouver beaucoup le judo a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et comment tu te présentes aujourd'hui alors? C'est-à-dire que, tu vois, la question toujours, parce qu'on te la pose, tu te dis oui, mais alors t'es encore judoka, mais tu l'es plus. Donc est-ce que... Ah non, mais je suis thérapeute, ça tout le monde le sait. Donc voilà, oui, est-ce que... je suis thérapeute, je suis préparatrice mentale, j'accompagne beaucoup des personnes pour déployer leur plein potentiel. Je n'aime pas trop le mot développement personnel, parce que c'est vrai que maintenant, il y a tous les... Et puis le mot personnel, j'ai compris, parce que personnel, il y a le persona. Ouais. Moi, je ne fais pas que développer le masque. Persona, c'est masque. Ouais. Je ne fais pas que développer un masque. J'aime bien le développement de l'être. Ça me plaît plus. Donc, j'accompagne plutôt sur le développement de l'être, à être soi. Et pas dépassement de soi, mais dépassement avec soi, déjà. Et puis, voilà, j'accompagne, je suis formatrice aussi dans une école d'études supérieures. Ok. Maintenant, il y a des écoles comme Paris, comme SUP, où des étudiants juste formidables. Les étudiants, j'ai beaucoup d'affection. Donc, je les accompagne depuis maintenant 2 ans. Il y a des cours ressources mentales. Donc, tout l'univers, développement de l'être. Ça peut être thérapie, ça peut être... Voilà. J'accompagne beaucoup d'étudiants, que ce soit individuel ou en groupe. Okay. Que ce soit cette école ou une autre. Mais en tout cas, il y a les écoles qui permettent ça. Des directrices formidables. Et donc, voilà, je suis aussi formatrice. Et puis, conférencière. Voilà. Auteur maintenant. Auteur. Et puis, c'est déjà bien. En tout cas... J'aime pleinement la mission de mon âme, on dit. Voilà, comme on dit, ma mission d'âme, elle est incroyable, elle est dans le soin. Quelle mission. Et puis finalement, est-ce que les pompiers, c'était aussi ça? Donc c'était un peu ma destinée. C'est clair. Au final, que je continue. C'est clair. Et c'est là où je vois, j'étais aussi dans le sang à l'époque. Donc on traverse plusieurs choses, mais je reviens à ce que j'aime faire. Donc voilà, moi, je me sens très, très épanouie. Épanouie, ouais, c'est vraiment. Beau. Transmettre et inspirer. Tu vois, aujourd'hui, 41 ans, t'as dit? Non. 20 ans et 21 ans d'expérience. Voilà. Ouais, exactement, c'est beau, la sagesse. Important, ça. Si tu pouvais écrire une lettre à la petite fille de 10 ans qui traverse la frontière avec son père, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, Asma? Avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as bâti, toutes les personnes que tu as rencontrées, toute la transmission que tu donnes. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à cette petite fille qui est peut-être plus toi, mais qui est peut-être une autre Tu vois, qui va être inspirée. Si on parle de frontières pour toi, mais ça peut être des barrières, ça peut être des obstacles. Quels seraient les mots que tu dirais? Il y a un truc qui me vient tout de suite. Le seul. Alors, que ça soit moi ou pas, je la prendrai dans les bras, très fort. Okay. Un hug full of love.
Et je vais lui murmurer à l'oreille droite que Dieu l'aime très fort. Voilà. Je suis très spirituelle et qu'elle garde foi. Voilà. Parce que finalement, son parcours, il n'est pas palpable. On ne voit rien. C'est clair. Mais la foi, c'est quoi? C'est monter des escaliers, monter, sans savoir ce qui se passe derrière. Et qu'il peut tout y avoir. Et c'est cette confiance de monter dans ces escaliers-là avec foi. Et je pense que j'ai réussi à faire ça finalement. Je ne savais pas où j'allais, mais j'ai réussi à grimper. Et je continue à le faire avec foi. Donc voilà, c'est ce que je lui dirais. C'est beau ça. Que Dieu l'aime fort. Et il y a toujours des gens qui impactent nos vies. Tu en as parlé. Tu vois, c'est ces gens qui peuvent être une figure paternelle ou qui peuvent être des amis, même des amoureux. Mais il y a toujours ces personnes ou cette personne qui a un impact où forcément on n'est pas forcément conscient parce que c'est des parents, c'est des frères et sœurs. Ta grande sœur Asma. Ta grande sœur Asma qui a 51 ans aujourd'hui. Quelle est l'importance de cette personne dans ta vie et quel impact elle a eu pour la femme que tu es aujourd'hui? Bah, ma sœur, c'est très fusionnel. Hein, en fait, on n'arrive même pas à se bouder. En fait, j'ai l'impression que j'ai aussi pris le rôle de grande sœur aujourd'hui. Ok. Ce qui est drôle. Vous avez changé les rôles? Ouais, un peu. Ok. Ouais, un peu. Sur des fois des discussions, certaines choses. Ouais. C'est assez. Je sais pas, on arrête de se le dire et puis elle me dit. Ouais. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Et non, ma sœur, en fait, c'est ma deuxième maman, en fait, tout simplement. Et après, les liens fraternels, les liens familiaux, c'est sans jugement, sans résistance. Au final, je vais parler vraiment de trauma transgénérationnel. Pourquoi c'est important? Ouais, bien sûr. Parce que c'est un sujet qui me... Et il y a toujours quelqu'un dans la famille qui vient, boum, dit, ah, c'est bon, c'est fini, boum. Je casse tout. Ouais, et je pense que c'était moi, un peu, dans cette famille. Okay. Qui est venu, qui a voulu couper un peu ce qui vient de... C'est comme une constellation. Ah, ça y est, c'est fini. Et je pense que on a réussi à m'écouter par rapport à ça, par rapport au livre. Et de mettre le point, mais il y a eu des choses difficiles, que ce qui était là avant, c'est bon, on est bien, ça peut cesser. Et on ne se rend pas compte des fois, hein, les traumas qui viennent de... Et nos enfants, on leur donne, qui vont... Et puis, il y a toujours quelqu'un comme ça, quelques-uns dans la famille qui viennent et des âmes... Voilà, moi je crois à ça, et des âmes qui arrivent sur Terre. Et en famille, ils disent non, nous, on ne veut pas tout ça. Ça change. Et là, vraiment, je parle pour les gens qui aiment bien... que ça leur parle pas tout ce que je dis, mais qui sont très scientifiques. Pour vous aussi, je vous avais à manger, vous inquiétez pas. Scientifiquement, on peut changer la génétique, dans le sens où on dit hérédité, de maladie, machin. Quand on casse ça, il y a même ça se transforme, il n'y a plus de maladie. On l'a prouvé aujourd'hui que dire il y a des cancers, il y a des diabètes, changer, quelqu'un qui vient et qui change ce mood, peut aussi transformer les générations futures sur leur ADN et leur gène. Donc aujourd'hui, on l'a vraiment maladie. Quelqu'un qui vient, qui cassait le maladie pour éviter les âmes hors, la mort, âme hors, précoce. Parce que la vie, elle est belle aussi. De partir très tôt, c'est dommage. C'est comme c'est le destin, mais j'aime bien le langage d'oiseau. Tu as vu bien. Je fais toujours des... Mais en tout cas, c'est ça, c'est réussir à... quelqu'un comme ça, enfin, conscient. Et puis voilà, ma sœur aussi, elle était happée aussi par ça, elle a compris certaines choses et elle est aussi dans son chemin. Je lui laisse. Voilà, chacun appartient à son chemin, sans résistance et sans jugement, mais en tout cas, voilà. Puis après, bon, et comme tu as parlé de ma sœur, mais il y a aussi beaucoup de gens qui... J'en parlais de Wim Hof, j'aime bien le... C'est un homme qui a aussi... ma construction, il fait partie de ça aussi. Parce que il a battu 29 records, ou je ne sais plus combien de records. Et en fait, pas pour dire qu'il les a battus, c'est juste pour dire que le corps humain cassé peut aller au-delà de ce qu'on pense. Et donc,
je me suis compris son univers, j'ai compris pourquoi le froid, ça fait taire tout ça, en fait. Et en fait, tu peux tout faire après. Et ça, on n'est pas que matière. Et en fait, j'étais happée par ce qu'il disait. C'était très scientifique. Moi, j'aime bien, j'ai un côté aussi scientifique. J'aime bien comprendre. C'est science sans conscience, mais le contraire aussi. Donc, mais voilà, c'est voilà, des personnes profiter. Le conseil que je peux donner, c'est qu'il y a toujours des êtres. Moi, ça a été ça parce que c'était mon parcours, mais peu importe dans quel milieu, c'est de réussir à... Il se passe toujours quelque chose. Clairement. Un podcast, là. Maintenant, ce que je dis, les jeunes, vous avez tellement de partage. On vous donne... À l'époque, pour aller avoir une histoire, là... C'est de la folie. Il fallait aller à la télé, en plus. C'était vraiment des histoires scénarisées. Là, vous avez des podcasts, des histoires de gens, de personnalités, comme des gens, voilà, qui sont là, des employés. Il y a des podcasts de partout et vous avez plein de... En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une citation qui dit « On n'a pas toute une vie pour apprendre de nos erreurs, les autres sont là pour ça. » C'est puissant. Très puissant. C'est incroyable. On n'a pas toute une vie pour apprendre de nos erreurs, mais les autres sont là pour ça. Clairement. Ils nous offrent des cadeaux. Clairement. Qu'on peut aussi prendre et écouter. J'ai trouvé ça aussi deep. Et donc voilà, d'essayer d'être curieux, mis à part la lecture. D'écouter des podcasts, voilà, de recevoir parce que savoir recevoir, c'est aussi une forme de générosité, et savoir bien écouter. C'est pour ça que j'aime bien des fois écouter des podcasts. J'ai l'impression aussi que je suis généreuse de les écouter, parce que savoir recevoir, c'est important. Parce que toi, regarde, tu as mis en sorte que de faire, t'es dans la transmission, et puis là, les autres, voilà, ils essayent d'avoir cette générosité pour prendre ce que tu as à leur offrir. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis très content de cette génération qui... Les podcasts, je pense, c'est la seule chose que... Là, sur les réseaux sociaux, qui me fascine. Ouais, vraiment, parce que c'est puissant. Il y a des histoires, j'ai découvert des histoires, des petits podcasts. Il y a des gens, ils ont même 90 follow. C'est là où je trouve des podcasts incroyables aussi. Et c'est ça que j'aime bien, donc c'est top. Une vie à bras-le-corps. Hein, c'est le nom de ton livre. En fait, la nouvelle génération ne connaissait pas cette citation. Ouais. C'est ça. Exactement, c'est ça. Asma, ton histoire est un hommage à la résilience et à la discipline. J'ai pas vraiment les mots, j'ai envie de te dire franchement merci de nous avoir ouvert ton cœur aujourd'hui et nous avoir fait voyager, d'avoir partagé tout ça. Je pense que ça a vraiment aidé plus d'un parce que on voit souvent, et même trop souvent, la cerise sur le gâteau qui est le Graal. Mais on oublie l'importance. Et je pense que tu nous as mis vraiment, aujourd'hui, une belle claque. Mais tu sais, la belle claque d'humilité. Tu vois, qui est bonne à prendre et je pense qu'il va servir à beaucoup. Sur tous les outils que tu as partagés aussi, mais surtout sur le fait de s'aimer soi-même et de laisser le regard des autres de côté. Asma, je te remercie. Merci beaucoup, Joël. C'était vraiment un plaisir d'être là avec toi.